Il y a un petit peu moins d'actu en ce moment, tout aussi qualitatif quand même. Et puis il y a quelques trucs bonus qui vont venir s'ajouter, puisque dans la journée on a appris des choses, par exemple de Kingpin, avec des contrats de VGA qui l'empêcheraient de faire une carte graphique, mais on en parlera un petit peu plus tard pendant le stream. Donc au final il y a des news qui sont arrivées dans la journée en plus. Voilà. Bon, du coup, on va commencer un petit peu ce stream avec Thermal Grizzly, puisque Thermal Grizzly nous sort une nouvelle pâte thermique. Comme vous le savez, depuis quelques mois déjà, Thermal Grizzly ne font plus que de la pâte thermique, ils font d'autres choses. Ils font tout ce qui est waterblock pour CPU. Il y a probablement d'autres choses qui vont arriver dans l'année, de ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est une entreprise qui se diversifie, qui ne fait plus que de la pâte thermique. Mais là, pour le coup, ils nous font quand même une annonce d'une nouvelle pâte thermique qui serait plus endurante que leur pâte classique actuellement. Je rappelle un petit détail, c'est que tout ce qui est la cryonaute et autres, c'est très performant, mais ça a une durée de vie assez faible. En fait, au bout de quelques mois, elle va commencer à se dégrader. Et je pense que c'est en ça que Thermal Grizzly vont sortir cette nouvelle pâte thermique qui est la Duronaute, et c'est dans son nom, c'est pour durer, et elle viendrait, je pense, alors on n'a pas de détails au niveau de ses performances, au niveau de ses valeurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut peut-être attendre de la cryonaute avec une durée de vie bien supérieure, parce que c'est véritablement son gros défaut à la cryonaute. Voilà. Bon, donc ça sera sûrement une pâte très qualitative. Je rappelle qu'il y a d'autres alternatives à Thermal Grizzly dans les pâtes thermiques. Vous avez par exemple la pâte thermique de chez Arctic, la version 6, je me rappelle bien. On va regarder pâte thermique. C'est là, Arctic. Voilà. Les MX4, MX6 qui sont aussi des bonnes alternatives à tout ce qui est Thermal Grizzly, à moindre coût. Qu'est-ce que vous avez avec Thermal Grizzly? Une pâte thermique un petit peu plus performante, voilà tout. Donc, mais si vous devez en prendre une, je dirais la MX6. La MX6, c'est une valeur sûre, ça perfe bien, ça a une très bonne durée de vie, et ça coûte peu cher, voilà. Ça coûte pas grand-chose. Donc voilà pour ça, voilà pour cette nouveauté. Mais on en reparlera Thermal Grizzly dans l'année, parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Comme vous le savez, il y a des gens de chez EK qui ont rejoint Thermal Grizzly il y a quelques mois, puisque EK ça a perdu un petit peu en vitesse, ça a été en difficulté. Il y a des gens qui ont quitté le bateau. Thermal Grizzly, on a récupéré un petit peu. Et Thermal Grizzly, comme je l'ai dit, ils veulent se diversifier. Il y a des nouvelles choses qui pourraient arriver prochainement, de ce que j'ai cru comprendre. Donc on attend tout ça de pied ferme, si je puis dire. Voilà, donc on en reparlera bientôt. Maintenant, on va parler de G-Skill. On va passer à la RAM un petit peu. Donc G-Skill qui sort ses 6400 CL30. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Il y a pas mal de marques qui vont sortir, je vais dire, des kits de RAM plus adaptés à AMD. Depuis quelques temps, je vais dire que ça avait toujours été l'XMP qui avait été privilégié par différentes marques. Et là, de plus en plus, on retrouve des fréquences plus adaptées au Ryzen qu'à Intel. Alors peut-être est-ce que c'est dû, je pose des questions un petit peu bêtes en apparence, mais qui pourraient donner une idée, c'est que on sait tous que Intel est en perte de vitesse. Intel, c'est moins la suprématie qu'il pouvait avoir sur le marché. On sait qu'AMD a gagné énormément de parts de marché déjà depuis AM4 et a accentuer, voire à clouer Intel avec AM5, qui pour le coup fonctionne plutôt bien avec les versions X3D, où Intel est plutôt en difficulté. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, les XMP qui sortent sur les nouveaux kits RAM correspondent plus à ce que peut prendre AMD. Puisque je rappelle que ce que aime bien AMD, c'est du 6000 CL30, c'est du
6200, du 6400. On va avoir aussi des kits 6000 Cell 26. On en avait déjà parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver de ce point de vue-là. Et donc là, a priori, on a un 6400 Cell 30 qui sort. Salut Roro. Voilà, donc ça a été testé sur un 9800 X3D, évidemment. Et ça a été testé, je crois, sur un CPU Intel, un Core Ultra 7 265K. Donc bon, ça sera des kits qui vont bien fonctionner. Ils seront, je rappelle que ces kits seront plus adaptés pour AMD du coup que pour Intel, puisque Intel aime beaucoup plus la fréquence, alors que AMD préfère une fréquence un petit peu moindre, mais avec une latence bien inférieure. Donc ça c'était pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur ces kits RAM? Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir de ce point de vue-là. On sait qu'Alexar qui annonce, qui avait annoncé ses 6000 Cell 26. Je crois qu'il y a aussi un 6200 Cell 28, un truc de ce genre-là, qui va pas tarder à sortir. Je crois même qu'ils sont peut-être déjà dispo en Chine, mais pas encore dans nos contrées, comme d'habitude, j'ai envie de dire. En tout cas, merci à Jérém pour l'abonnement. Donc non, il y a pas mal de choses qui vont arriver pour ça. Je rappelle que la plateforme AMD n'a jamais été aussi forte sur le marché et ça fait plaisir d'avoir des XMP qui correspondent plus à ce que demande AMD. Toujours pour rester chez... Alors, oui, le quadruple channel, ça fonctionne sur AM5. Évidemment, je tiens à le rappeler, c'est toujours plus compliqué pour le CPU et pour la carte mère de faire tourner 4 barrettes en même temps. Et surtout de garantir les XMP pardon, sur les 4 barrettes. C'est toujours plus difficile. Donc, si vous avez un usage, je vais dire daily, et que vous jouez surtout aux jeux vidéo, vous mettez 2 barrettes, et puis le problème, il est réglé. Il y a une histoire d'IMC aussi. En l'état, il faut que parce que vous savez qu'il y a une sorte de bin sur les CPU, ce qui fait que suivant les CPU, il y en a qui vont supporter moins bien que d'autres. Il faut mieux mettre 2 barrettes, pour faire simple, que 4. 4, c'est plus un problème, et ça va... Alors, en fait, déjà, comme je l'ai dit, ça va être plus difficile pour garantir l'XMP, pour l'obtenir, et surtout, ça va peut-être créer de l'instabilité. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir y retravailler manuellement, pour régler ce problème d'instabilité. Parce que je vous le dis, c'est beaucoup plus difficile à faire fonctionner. Donc voilà. Je dirais, si vous avez un usage daily, vous mettez 2 barrettes de RAM et le problème, il est vite réglé. Donc, toujours pour rester chez G-Skill, on a un nouveau record de mémoire en air cooling avec G-Skill. Je rappelle que Arrow Lake, c'est la seule plateforme qui peut aller dépasser les 10 000 allègrement. Alors là, c'est 15 sticks de RAM qui a été mis. C'est vraiment pour faire ce qu'on appelle du max frec. Donc c'est pour aller le plus loin possible. Et alors c'est un record qui a été fait en air cooling. Pourquoi il est plutôt pas mal? Parce que 12 000, ça n'avait jamais été fait avant. Donc 12 000, c'est vraiment le record pour ça. Mais le vrai record de la fréquence max, elle a été atteint en azote liquide. Et je crois que c'est 12 600 ou 12 700, si je ne me trompe pas. Donc on n'y est pas encore. Évidemment, sous azote liquide, ça sera toujours plus performant et ça sera toujours plus facile. Hormis ça, ce nouveau kit G-Skill, et c'est pour ça que c'est important de préciser, le problème de G-Skill sur ces kits RAM, c'est qu'ils n'avaient pas le PCB pour faire du max frec, en fait. Donc les kits RAM actuels de G-Skill ne les avaient pas. Les seuls kits qui pouvaient faire du max frec, c'était les kits Viper, les Viper Extreme. On avait aussi d'autres kits qu'on trouve plutôt sur le marché chinois qui pouvaient. Et ce que a fait... G-Skill en réaction, c'est qu'ils ont sorti un nouveau kit avec un nouveau PCB pour permettre les fréquences max. En tout cas, pour être compétitif. Il est déjà disponible sur le marché américain, mais il n'est pas disponible chez nous. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Arrow, hormis le bench? C'est une plateforme qui prend énormément de RAM. C'est une plateforme qui marche bien en daily, qui est peut-être un petit peu moins performante en jeu que Raptor Lake avec la 13e et la 14e génération, mais ça marche tout aussi bien. En applicatif, c'est très bon. Ça consomme 2 à 3 fois moins, ça chauffe 2 à 3 fois moins que Raptor Lake. Donc, c'est pas une mauvaise génération, c'est une génération sur laquelle on peut s'amuser au niveau de la RAM. Voilà. Même si c'est pas forcément évident. Salut Technofan. Donc, oui. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et on a surtout un AMD qui stagne vers 8000, on va dire avec des CPU normaux.
puisqu'avec les APU, vous pouvez monter à plus de 10 000, mais avec les CPU normaux, on est vers les 8 000. Là, en daily, on peut monter vers 9 000, 9 600. Hein. On daily pas 12 000. C'est vraiment une barrette binée avec une bonne carte mère et un bon CPU. Voilà. Maintenant, on va parler du coup d'AMD. On a parlé brièvement. Qu'est-ce que je pourrais dire sur AMD? Eh bien, AMD a prévu, en tout cas, a lancé un Ryzen 5 7400F qui est au final un 9600, un 9600 basique, un petit peu allégé, si on veut. Et l'intérêt de ça, c'est de proposer une alternative très abordable pour les consommateurs que nous sommes. Donc, ce Ryzen 5 7400F, déjà, qu'est-ce qu'il propose en performance? Voilà, il aurait 4,7 en boost. Voilà, il aurait 4,7 en boost. Bon, c'est un CPU allégé. Hein. Il a un TDP de 65 watts. Il a une fréquence allégée. Il va peut-être ouais, il aura le même cache que les autres, donc 32 MO. Ça reste plutôt OK pour un seeker. 9000 en Denis, c'est ça. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt abordable. Pour quelqu'un qui veut de l'AM5, je rappelle que d'AM5, c'est pas délirant en termes de prix. À 9600, ça fait largement le café pour le commun des mortels. On n'a pas forcément besoin d'avoir un 9800 X3D. Je tiens à rappeler, je le rappelle encore une fois, que vous ayez un 9600 X par exemple, ou que vous ayez un 9800 X3D, si vous avez une 4070 par exemple, vous n'aurez pas de différence de performance parce que vous serez bottleneck par votre GPU. Pour voir la différence avec un 9600X et un 9800X3D, il faudrait commencer à avoir minimum une 4080 et une 4090 pour voir la différence entre les CPU et pour voir le gain gagné entre les deux. Parce que quand vous avez, on va dire, un GPU moyenne gamme et que vous allez taper un 9800 X3D, vous ne pourrez pas exploiter son plein potentiel parce qu'il sera bridé par la carte graphique. Et ça, je tiens à le rappeler, il n'y a pas forcément besoin, suivant votre config, d'aller acheter un 9800 X3D parce qu'on se dit c'est le meilleur. Il ne vous offrira pas de FPS en plus. Pour offrir des FPS en plus, il faut avoir la bonne carte graphique adaptée. Parce que, je l'ai déjà dit, mais dans tous les tests, on nous montre le 9800 X3D, on nous montre d'autres CPU avec des 4090, mais est-ce que c'est représentatif du marché? Est-ce que ça donne un bon indicateur? Parce que, globalement, la personne qui voit ce test fait avec une 4090, il va se dire, moi, que ma 4070, bah, je vais gagner des FPS avec le 9800 X3D. Et puis, quand il l'a acheté, il va se rendre compte que il gagne pas de FPS. Il va se dire, c'est bizarre. Pourtant, en test, je l'ai vu. Bien, tout simplement parce que sa carte graphique le bottleneck. Donc, pour des petites confis, ce CPU me semble plutôt pas mal. Je tiens à rappeler qu'on peut trouver des cartes mères AM5 dans la centaine d'euros. Alors, vous n'aurez pas des grandes cartes mères avec beaucoup de features, mais ça serait un CPU qu'on pourrait trouver, alors, voilà, à 116 euros à 116 dollars en Chine. Avec les taxes, on peut imaginer qu'il coûterait 130-140 euros, probablement. Ce qui ferait que carte mère à une centaine d'euros, plus le CPU vers 130-140, ça ferait déjà 230-240. Vous rajoutez un kit de RAM DDR5 à 100 euros. À 350 euros, vous avez une config. CPU, RAM en DDR5, avec un kit pas trop mauvais, et un CPU. Voilà. Je trouve que c'est pas trop mal. Ça fait à peu près 100 euros par composant, grosso modo. Je trouve que ça peut être une bonne alternative. Après, à voir s'il arrivera sur le marché européen. Donc, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de CPU? Moi, je trouve que ça peut être bien. Moi, honnêtement, je peux... Mais le souci, c'est toujours le même souci. C'est est-ce qu'il sera disponible dans nos contrées? Et c'est ça la grande question. Je rappelle que, et ça a été mis quand même dans l'article, c'est Yannou qui a fait l'article, il rappelle que, par exemple, le dernier de ce genre de CPU est un petit peu caché, sur lequel on dit pas grand chose, c'était la Ryzen 5 7600 X3D qui n'était sorti qu'en exclu en Europe chez Manufactory. C'est-à-dire que vous pouviez l'avoir que chez Manufactory, il n'était disponible nulle part ailleurs. Et il est en stock limité. Donc est-ce qu'il sera en stock limité ou pas? Plutôt ça ma question. Je pense pas, je pense que c'est un CPU qui a toute sa place et qui peut bien se vendre. Et non, Malware, il n'est pas merguez ce CPU.
Toujours pour rester chez AMD, on va parler de puces de consoles portables. Je sais que c'est plutôt à la mode, tout ce qui est console portable, etc. etc. On rappelle qu'il y a Sony qui prévoit de sortir une PSP, donc le retour de la PSP, avec cette émergence c'est plutôt du retour des consoles portables. On en avait parlé il y a quelques semaines, les consoles portables, où ça avait explosé pour nous, c'était au niveau de la Nintendo DS, alors ça dépend des générations, mais il y avait les Nintendo DS d'un côté, il y avait les PSP d'un autre côté, et puis bon, et à côté on avait nos consoles de salon, grosso modo. Et les gens qui étaient sur PC, ils étaient plutôt très niches. C'est beaucoup, beaucoup moins niche maintenant. Et il n'y a jamais eu autant de personnes sur PC que maintenant. Mais à l'époque, c'était ça. Après, avec les années, notre génération, je veux dire la génération des gens qui ont 25, 26, 27 ans, puisque c'était à peu près ça, eh bien, ils ont évolué, ils sont partis soit sur les consoles de salon, ils ont soit partis sur les PC, pour beaucoup, et les consoles je vais dire les consoles portables ont été délaissées. Ils avaient des graphiques qui suivaient pas, ils avaient des jeux, voilà. Ils étaient bridés au niveau de la console, au niveau des jeux possibles, etc. Donc ça s'était perdu. Et là, depuis quelques années, on a un retour de ces consoles portables, mais dans un, je vais dire, dans un format un petit peu différent. Je parle pas de la Switch, hein. La Switch, c'est encore autre chose. Je vais dire que là, on est entre des consoles. Ce qui revient, c'est on est entre une console portable, comme on a pu la connaître à l'époque, et un PC, véritablement PC. Parce qu'au final, ces consoles portables, elles permettent quoi? Bah, de jouer à des jeux PC, tout simplement. Et je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça plutôt sympa. Je rappelle qu'il y a un vrai marché pour ça, que toutes les marques veulent leur part du gâteau. Si Sony veut faire une PSP, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un vrai marché. Asus, des ROG Ally, ils en ont vendu pas mal. Il y a MSI qui a vendu des MSI Clos, ils en ont vendu pas mal aussi. Il y a Zotac qui en fait une aussi. Enfin bref, il y a Lenovo aussi qui fait une console portable. Donc vous voyez, il y a pas mal d'acteurs dans le marché. Et donc, on était sur la Z1 Extreme fournie par AMD, qui était globalement la meilleure puce, voire la seule puce. Il y a Intel qui avait essayé de faire une puce à un moment donné, mais c'était pas terrible. C'était la MSI qui en a été équipée. Sauf que là, ben, ce qui s'est passé, c'est que Intel a sorti Lunar Lake, donc a sorti une nouvelle puce pour ses consoles portables, qui marche plutôt très bien. Et d'un autre côté, ben, il y a AMD qu'il faut qu'il sorte, je veux dire, un refresh, en tout cas une nouvelle génération. Et c'est à ça qu'on arrive. Il y a AMD qui nous sort les fameuses Z2 VS. Alors là c'est un comparatif, donc il nous sort les Z2. Donc vous avez la Z2 Go, donc c'est une version très allégée. Vous avez la version Z2 classique. Et après vous avez la version extrême, qui est une version beaucoup plus poussée, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus performante. Et surtout, qui a 4 cœurs graphiques en plus. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? À part vous dire que c'est une nouvelle génération qui va être plus performante, c'est que moi j'ai testé la ROG Ally X il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouvais que c'était plutôt une bonne console. Et qu'est-ce qui permet à ces consoles d'être performantes? C'est tout simplement tout ce qu'on appelle l'upscaling, ce que vous connaissez avec le DLSS, avec le FSR. Si on n'avait pas ça, ça serait pas très performant. Mais avec le DLSS et le FSR, honnêtement, ça a des très très bonnes perfs. On tourne à pas mal de FPS. Dans la plupart des AAA, on tourne à 80, 90 FPS avec cet upscaling, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est même très très sympa. Avoir autant de performance dans un si petit gabarit transportable, moi je trouve ça sympa. Et effectivement, j'oubliais, il y a aussi le phénomène de la Steam Deck. Alors après, la Steam Deck, c'est fermé qu'au marché, en fait, c'est fermé que à ton truc Steam, à l'univers Steam. C'est-à-dire que tu ne peux jouer déjà qu'à des jeux Steam, et tu ne peux aller que sur le navigateur Steam, où tu ne peux chercher que des jeux. Alors qu'une ROG Ally ou une Legion Go, ben, c'est Windows. Alors avec toutes ces contraintes, hein. Donc tu as toute ta liberté, mais toutes tes contraintes de Windows. Windows, tu as plein de problèmes d'opti, hein. Je l'ai vu sur la ROG Ally. Alors ça permet d'aller regarder des vidéos, ça permet d'aller regarder des films sur Netflix, sur bon, plein de sites de streaming. Donc ça te permet d'avoir vraiment une console multimédia grâce à ce Windows. Mais ça a des bugs. Windows, il va te bouffer beaucoup de batterie pour rien, la plupart du temps. Il va te bouffer des performances. Il va te proposer c'est surtout, il va te
t'obliger à avoir quelques petits bugs à des moments, tu vas devoir faire quelques petits réglages, quelques petits ajustements, et tu vas devoir bidouiller. Voilà, il va t'obliger à bidouiller pour que ça soit facilement utilisable. Et effectivement, Vertex, sur les nouveaux Légion, ils ont prévu une version en Windows et une version avec SteamOS. Et il y a pas mal de consoles portables qui auront ce SteamOS. Donc oui, c'est l'avenir et ça marche plutôt bien. Et puis effectivement, Windows, ça prend plutôt pas mal de RAM pour rien. Et ça, c'est plutôt chiant. Honnêtement, c'est plutôt chiant. Donc bon, cette Z2 Go par rapport à la version extrême, bah, elle serait 10% moins perf. Donc ça serait plutôt pas mal. Parce que je tiens à rappeler que la Z1 classique, elle était 10 à 15% moins perf. Donc ça peut être pas trop mal. J'attends surtout que la Z2 extrême, elle soit, allez, 20 à 25% au-dessus. Ça serait plutôt bien. Honnêtement, ça serait plutôt bien. Parce que la version Go, c'est vraiment la version très très light. Hein. C'est la version pas chère. Mais l'intérêt d'avoir Windows avec tous ces problèmes, c'est que c'est flexible. Tu peux faire tout ce que tu veux, effectivement. Après tu peux venir... après, tu peux venir la modder. On m'avait reproché sur mon article de la Rogalie de pas la modder pour pouvoir avoir d'autres choses. Pouvoir faire d'autres choses. Par exemple, mettre un OS de jeu, je sais plus comment ça s'appelle, où tu ne peux jouer qu'à des jeux et c'est plus performant qu'avoir Windows. Donc tu vas gagner pas mal de FPS par rapport à Windows. Mais à un moment, c'est du bidouillage, c'est pas accessible à tout le monde. Et à un moment, il faut que ça réponde aussi aux besoins de tout le monde. Un mec qui va bidouiller, c'est un mec sur 50, quoi. C'est aussi ça la difficulté de ces consoles, comme un PC. C'est qu'à un moment, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a peu de monde qui veut le faire, il y a peu de monde qui est en capacité de le faire. C'est toujours le même problème. Donc voilà pour ça. Mais voilà, vous voyez là, c'était un test. L'OFSR. Alors là, c'était avec le FrameGen. Ça marche plutôt bien, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va parler d'Intel un petit peu quand même. Je trouve que c'est important de parler d'eux. On va pas parler forcément positivement. Ben, c'est pas que je vais les attaquer, mais c'est plutôt ça se passe pas très bien pour eux. Comme on pouvait l'attendre, ben les B580 ne se vendent pas très bien. Alors Manufactory, c'est un gros revendeur, donc ça donne une sorte de panel, ça donne une idée des ventes. Et Mindfactory nous apprend que la B580 ne se vend pas, que ça marche pas bien. Alors, à quoi c'est dû? C'est plutôt ça la question. Ce que je pourrais vous dire, c'est que la B580 ne se vend pas très bien parce qu'elle coûte trop cher en Europe. En fait, c'est le fond du problème. Si vous allez du côté des États-Unis, elle va plutôt bien se vendre parce que le prix est bon. Mais avec toutes les taxes, avec tout ce qui va avec, la B580, elle est beaucoup trop chère. Et vous avez des alternatives moins chères et tout aussi performantes que vous pouvez retrouver chez Nvidia avec par exemple une 4060. C'est-à-dire que la 4060, elle va être globalement 40 à 50 euros moins chère, mais 30 à 40 euros, ou même jusqu'à 50 euros moins cher sur 300 euros, ça fait une somme. On ne parle pas de 50 euros sur 1000 euros, on parle de 50 euros sur 300. Et donc la 4060, bien, elle prend les devants par rapport à la 580 au niveau des ventes et dans le choix des gens. Donc c'est ce qui explique aussi la méforme de Intel sur le marché européen, tout simplement. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres alternatives, il y a d'autres façons, et je trouve qu'il faudrait un positionnement tarifaire. En tout cas, il faudrait qu'ils réadaptent leur positionnement tarifaire. Parce que là, pour moi, Intel, ils sont pas bons du tout. Donc, à voir un petit peu. À voir un petit peu. On n'est pas exclu que d'ici peut-être un mois et demi, 2 mois, le positionnement soit plus honnête de chez Intel. On sait que Intel, comme AMD avait pu le faire, le premier ou deuxième mois de sortie, c'était pas très bon au niveau du prix. Et puis, je dirais, à partir du troisième et quatrième mois de sortie, on avait des prix qui étaient plus adaptés. C'est ce que j'espère. Parce que là, c'est pas très bon, quoi.
C'est pas très bon du tout. Surtout que Intel, ça se passe pas très bien d'un point de vue CPU. Les ventes sont catastrophiques. Et j'utilise bien le terme catastrophique. Euh, AMD vaporise le marché parce que c'est le terme avec leur CPU globalement. Alors, il faut compter aussi les OEM. Moi, je voudrais bien voir aussi la vente au niveau des OEM. Mais bon, les OEM, c'est vous achetez un PC tout monté ACR, un PC tout monté, je sais pas moi, Asus, etc. Intel a encore une bonne part sur ça. Donc, quand vous vous basez sur les chiffres de Mindfactory ou d'autres vendeurs qui disent regardez, on ne vend que de l'AMD. Oui, mais ça, c'est pour des particuliers, c'est pour les vendre comme ça à l'unité. Pour tous ceux qui font des PC préfabriqués, Intel a encore une position dominante. Encore. Donc, il faut mettre tous les chiffres en corrélation pour, je vais dire, avoir une réalité des choses. Mais ce qui est une vérité, c'est que les gens qui veulent monter leur PC ou tous les CPU qu'ils vendent à l'unité, c'est AMD qui domine. Fort. Effectivement, pendant plusieurs années, Intel a eu une forme de lobby sur l'OEM en proposant des prix qui étaient plutôt bons. Et puis il faut aussi rappeler, et c'est surtout ça, c'est que dans la tête des gens, AMD c'était pas très bien, Intel c'était le top aussi. Donc à un moment, les OEM répondaient à cette demande au sentiment des gens, parce que tout simplement les gens, dans leur tête, même les novices, c'était Intel et c'est tout. AMD, c'est pas bien, c'est nul, c'est pas bon. Même si, je l'ai déjà dit, ça a changé, vous avez pu même le remarquer à votre niveau, ça a fortement changé depuis quelques temps. Déjà depuis plusieurs années, maintenant, dans la tête des gens, c'est AMD, c'est X3D, c'est tout ça, quoi. Ouais, exactement. Il y a quelques années, avant que ça AMD remplace Intel dans la tête des gens, AMD, c'était vraiment le geek pauvre. Voilà. Tu peux pas t'acheter de Intel, bah t'achètes de l'AMD. Voilà, globalement, c'était ça l'idée. Effectivement, là, il y a quelques problèmes d'opti avec Battlemage. Il y a encore des petits problèmes d'opti, mais globalement, ça va encore. Par rapport à l'ancienne gêne, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, voilà. Voilà pour ça chez Intel. C'est pas la fête, mais bon, on s'y fera. Bon. Sujet intéressant pour rester chez Intel, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Salut Zema. C'est un sujet que j'ai sélectionné parce que je le trouvais intéressant. Il fait un point sur la difficulté d'Intel actuellement. On sait tous, donc comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter maintes et maintes fois, mais Intel, ils sont en difficulté. Et a priori, Elon Musk serait intéressé pour racheter Intel. Alors, qu'est-ce qui viendrait motiver ça? Parce que j'ai réfléchi un petit peu. Vous n'êtes pas sans savoir que Intel, dernièrement, a eu quelques milliards de l'État américain qui étaient promis depuis longue date. Bon. L'État américain a payé ça très en retard. Bon. Au-delà de ça, avec le nouveau gouvernement, Intel, comment dire, de façon générale, les entreprises tech vont subir cette politique. Parce que globalement, tout ce qui va être semi-conducteur ou autre, l'État américain, il veut garder la domination dessus, il veut garder le contrôle dessus, et il veut surtout faire tout reproduire aux États-Unis. Ça, c'est une première chose. D'une deuxième chose, il veut, d'une forme de protectionnisme, je ne vais pas faire de politique ici, mais voilà, il veut protéger toutes les grandes entreprises américaines. Il veut vraiment tout les protéger, et il veut surtout en faire un fer de lance, comme un moyen de pression, ou comme un moyen de diplomatie envers les autres pays, ou les autres continents, que peuvent être l'Europe, l'Asie avec la Chine et autres. Et donc, l'objectif, c'est de sauver le soldat Intel. Parce que le soldat Intel, il est en difficulté. Elon Musk, il est au gouvernement, il s'intéresse aux dernières technologies. Intel, on ne peut pas le laisser crever parce que c'est un pionnier, c'est un monument des entreprises tech américaines. Et donc, Elon Musk, a priori, il viendrait s'immiscer dans le fait de sauver Intel, puisque ce qui aurait leaké, c'est que il y aurait une proposition potentielle de rachat. Alors, est-ce qu'on peut trouver ça bien ou pas bien? C'est plutôt, généralement, quand on se pose cette question, on se base plutôt sur la personnalité d'Elon Musk et ce qu'il est, que plus sur ce qu'il peut faire. Moi, ce que je pense, c'est que, de toute façon, Intel est en difficulté. Ils ont pris un train de retard monumental
par rapport à Nvidia, qui est toujours américain, donc jusque-là ça va. Mais à un moment, ils sont en souffrance d'avoir raté le marché de l'IA, parce que c'est un fait, ils l'ont raté. Ils sont en souffrance de se faire manger les parts de marché sur les CPU par AMD. Même s'ils survivent encore avec les puces de serveurs où ça marche plutôt bien, les Xeon de serveurs, que sur les OEM ils tiennent encore, et ils font pas que ça, mais globalement, Intel, ils se font bouffer par tout le monde un petit peu sur les différents marchés, en tout cas sur les différents domaines qu'ils géraient. Donc sauver Intel et relancer Intel, oui. Intel, ils ont quand même des choses, je tiens à le rappeler, ils ont quand même des choses de prévues. Ils ont, voilà, ils sont pas complètement morts. Ils ont des bonnes technos qui peuvent arriver. Ils ont un gros roadmap. Mais après, quand on est en difficulté, mettre en application son roadmap, bah, c'est pas forcément évident parce qu'on manque de fonds, parce que on manque de temps aussi, on a d'autres priorités, déjà régler ces problèmes avant de sortir des nouvelles techno et autres. Donc tout ça, ça vient ralentir et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que Elon Musk serait l'homme de la situation? Est-ce qu'il pourrait sauver Intel? Est-ce qu'au contraire, il ne ferait pas tout le contraire? Il viendrait mener à sa chute Intel? C'est plutôt une question qu'on peut se poser. De toute façon, en l'état actuel des choses, il faut qu'Intel trouve des solutions et il faut qu'on trouve des solutions pour Intel. Intel, j'ai du mal à les voir se relever quand même tout seul. Et l'argent donné par le gouvernement américain qui avait été promis et qui avait été promis si Intel faisait des investissements aux États-Unis, c'est aussi en partie de ça d'où viennent les problèmes, c'est qu'Intel a dit bah ok, on va faire les investissements et l'État américain dit vous faites les investissements et on vous donnera de l'argent après. Le problème c'est qu'Intel ils ont investi 15 milliards, que les usines étaient incapables de fonctionner et qu'en fait ils ont mis 15 milliards à fond perdu, en tout cas à ce moment-là ils ont mis à fond perdu. Ils avaient et donc ils ont mis 15 milliards de trous, avec tout le reste où ils se faisaient truster un petit peu partout, où ils perdaient des parts de marché. Donc effectivement, ils ont eu des gros problèmes de trésorerie. Et effectivement, c'est une partie infime. C'est une partie infime. Mais quand je parle du train de billard, je parle pas d'un point de vue gamer. Je parle d'un point de vue serveur. Le gros problème, c'est qu'à un moment, Intel, ils avaient essayé de faire des grosses puces de serveurs. Ça marchait pas du tout, c'était pas performant. Par rapport à Nvidia, c'était pas performant du tout. Donc déjà, sur tout ce qui est data center au niveau IA, ils sont obsolètes. Au-delà de ça, il faut toujours des CPU. Il faut toujours des choses pour faire tourner. Le problème, c'est que AMD frappe très 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 fort avec sa gamme de CPU pour data center. Et après, effectivement, la part de tout ce qui est CPU pour gamer, ou pour, enfin bref, pour la, je vais dire la populace, vous m'excuserez du terme, bah, ça représente quand même une bonne part de marché qui, je crois, de souvenir, ça représentait à peu près 25 ou 30%. Donc, mais si tu te ferais rester sur 25 ou 30% et que sur le reste, bah, tu es en difficulté parce que sur des data centers, tu te fais bouffer par Nvidia et par AMD, bah, c'est compliqué à tenir. C'est compliqué à tenir le rythme. Et surtout, au-delà de ça, ils ont fait des investissements colossaux qui n'ont pas rapporté. C'est ça le fond du problème. C'est qu'avant, quand tu investis, mais que ça te rapporte pas, c'est compliqué de tenir ta trésorerie. Hein. C'est aussi simpliste que ça. Donc ouais, je sais pas trop ce qu'il faut en penser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Elon Musk, il serait possiblement intéressé avec l'aide du gouvernement américain. Et l'objectif, je tiens à le rappeler, c'est de protéger les entreprises américaines. Mais après, Nvidia n'a aucun intérêt d'aller racheter Intel pour le x86, puisque Nvidia, de ce qui était sorti en bruit de couloir, ils feraient leur CPU sous ARM. Donc le x86, ça les intéresse pas du tout. Ah, mon micro fait plein de micro-coupures. Bon, on va essayer d'adapter ça alors. J'espère que là, ça sera un petit peu mieux. Ou pas du tout. Mais... hop. Bon. J'ai réadapté le micro. On va voir un petit peu. Vous me dites si ça marche mieux. Ah là là, c'est chiant. Ça a l'air réglé? Ok. Ouais, des fois, bon, c'est... Je sais pas, OBS, des fois, je sais pas, il me perturbe les réglages. Donc, vous faites bien de me le dire, vous faites bien. Comme ça, au moins, vous m'entendez clairement et il n'y a plus de soucis. Bon, donc du coup, voilà pour ce sujet. Je trouve que c'est un sujet qui t'a surveillé. C'est un sujet qu'il faut... Ça crépite encore. Oh.
Bah, pourtant, ça crépitait pas avant. Ah, je crois pas. Bon. Vous me dites si ça s'améliore ou pas. Ah, c'est toujours chiant d'avoir des problèmes comme ça en plein stream. Est-ce que là, le problème, il va ou pas? Voilà. Est-ce que ça va? Ah, ça crépite depuis le début du stream. Ah, c'est chiant, ça. Et là, toujours. C'est chiant, ces problèmes. Bon, si c'est good, ok. Ah, j'ai peur que ça crépite à monter. Quand tu demandes, ça va, mais ça semble revenir. Ah là là. On va essayer de trouver une solution. Alors, on va essayer de trouver ça. Voilà. On va voir si ça marche mieux ou pas, là. Ok. Parfait. Alors. Donc, sujet à surveiller, sujet à... Voilà, sujet qui est intéressant parce que l'air de rien, ça peut impacter, ça peut nous impacter indirectement, nous consommateurs, le fait qu'Intel soit racheté par Elon Musk. Ok, bon, si ça marche, tant mieux, on est reparti. Bon, pour avoir quelque chose de plus marrant, de plus sympathique, on a la GT 730 qui revient en vie. Maxon, c'est une entreprise que vous pouvez retrouver surtout sur le marché asiatique, le marché chinois notamment. Et qu'est-ce que nous raconte Maxon? Maxon vient ressortir une carte graphique qui a une dizaine d'années au compteur. Donc cette GT 730, quel intérêt elle aurait? Elle aurait tout simplement l'intérêt de proposer des confis à bas coût pour faire juste de l'affichage. C'est pas pour jouer évidemment, mais juste pour faire de l'affichage si vous voulez faire de la bureautique ou toute autre chose par exemple. Donc je pense que ça peut être une bonne solution. Vous avez une petite CG, je ne sais pas combien ça pourrait coûter, mais à quelques dizaines... On va regarder. À quelques dizaines d'euros, ouais, ça serait une... Alors attendez, on va regarder. Est-ce que Amazon... Ouais, bon, ça ferait une CG à peu près 70 euros, 80 euros. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour faire de la bureautique. C'est juste, vous n'avez pas besoin de plus, hein, vous n'avez pas besoin d'une 5090 par exemple. Salut Erika. Mais je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça toujours un petit peu étonnant d'aller sortir une carte graphique qui a une dizaine d'années, même si c'est une carte graphique qui est destinée pour des CPU, pour des PC de bureau. Je trouve ça toujours bizarre. Je pense qu'il y a d'autres façons d'aller faire, on peut faire des CPU entre guillemets de dernière gêne à très faible coût, qui ont très peu de puissance et qui sont très économes en énergie et qui servent juste pour faire du traitement de texte par exemple. Alors, c'est ça la question. C'est ça la grande question. Moi, je pense que oui, il y a encore de la fabrication. Il y a encore de la fabrication sur ce genre de puce, ce qui moi-même me paraît bizarre. Il y a encore de la production sur une GT 730. On parle d'une puce qui a une dizaine d'années qui est toujours produite. Alors, à moins qu'ils aient rien fait d'équivalent, je reste assez choqué. Alors, peut-être elle reste en prod parce qu'il n'y a aucun intérêt d'aller développer une nouvelle puce pour aller du DVI, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui sont sur des anciennes configurations. Quand je parle d'anciennes configurations, anciens setup, avec des vieux écrans, etc. Et ça pourrait être effectivement, il n'y a pas d'intérêt à aller sortir une carte graphique de dernière gêne. Si on a une carte graphique qui marche bien, avec des enseignes connectiques pour ravir pas mal de gens, ça peut être suffisant. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Alors la partie CPU d'aujourd'hui, oui, elle est bien meilleure. Elle est bien meilleure dans pas mal de domaines. AMD font une partie graphique qui est plutôt bien. Je rappelle que ce qui est possible, c'est que tu as les APU de chez... donc soit tu as, je vais dire une bêtise, tu as un 7700X, tu as un petit APU qui te sert juste pour faire du traitement de texte. Tu peux pas en attendre grand-chose. Après, tu as les vrais APU de chez AMD, les versions G, où par exemple, tu as un 8500G, tu as un Seeker qui a
un gros APU, donc c'est pas un petit APU, c'est vraiment un gros APU. Ça marche très très bien, tu peux même jouer, alors tu peux pas jouer à des AAA avec, hein, mais tu peux déjà jouer, tu peux faire pas mal de choses, et ça peut être largement suffisant pour la vie de tous les jours. Si tu veux un PC tout en un, une carte mère, un petit boîtier, une petite alim, t'as ton CPU qui te fait partie graphique et en même temps CPU, et c'est largement suffisant, t'as pas besoin de plus. Bon. Après, je sais que ça, ces GT730, elles sont aussi faites pour répondre à des anciennes connectiques. Parce que même si tu as un APU qui marche plutôt bien sur ton CPU, ben, sur ta carte mère, tu n'as peut-être pas les connectiques adéquates. Cette GT730, elle viendrait peut-être correspondre à ça. Répondre à des vieux écrans qui ont besoin du DVI tout simplement, parce que des cartes mères dernière gêne avec du DVI, personnellement, j'en connais pas. Hein. En tout cas, j'en connais très peu. Bon, à voir un petit peu. En tout cas, Maxon, il perd pas de... je vous le dis, je suis plutôt étonné qu'ils sortent ça encore maintenant. Bon, a priori, je vous dis, il y a un marché, donc tant mieux pour eux, quoi. Donc ça, c'est pour ça. À moins que vous ayez des questions, mais... Oh, j'ai perdu le retour du chat. Exactement, Maloir, effectivement. Moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en déplacement dans une entreprise et il y avait beaucoup de DVI VGA, mais le nombre d'écrans, je pense que quasiment tous les postes, je me rappelle, ils avaient des... j'y étais il y a quelques semaines, ils avaient tous des postes, comment ça s'appelle, Dell, et ils avaient aussi des postes, comment ça s'appelait? Ça avait été racheté par Lenovo à l'époque. En fait, ta division PC avait été rachetée par Lenovo. Ah, ça va me revenir. Ça va me revenir. Je sais plus comment elle s'appelle cette marque-là. IBM. IBM. Voilà. Et plein d'écrans IBM. Évidemment, tous ces écrans IBM, ils n'ont pas d'HDMI. Ils ont du DVI, ils ont tout ça. Et je pense que cette carte graphique, elle pourrait correspondre à ça. Mais ça, moi, ça me paraît dingue. Hein. Je vous le dis très honnêtement, ça me paraît fou. Mais bon, à un moment, est-ce que pour faire du traitement de texte, on a besoin d'un écran dernière gêne? Je ne pense pas. Bon. Du coup, on va parler... On va reparler d'AMD un petit peu. Et on va surtout parler du 7800X3D, du 9800X3D, qui sont en stock, mais qui sont à des prix beaucoup trop élevés. Effectivement, avant de revenir sur mon actu des Ryzen, ce qui est bien avec IBM, c'est qu'IBM sont revenus à du B2B. C'est pour ça qu'ils ont vendu à... Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. IBM, ils avaient arrêté la division PC pour les gens. Hein. Pour les gens, ils avaient arrêté, ça les intéressait plus. Et eux, ils étaient retournés dans la partie pro. Et cette division PC l'avait vendue à Lenovo. Et ils sont revenus sur sur la partie professionnelle, où ils sont vraiment partis travailler effectivement sur de l'IA, sur les data centers, sur tout ce qui peut entourer tout cet écosystème. Et je trouve qu'ils font de l'excellent boulot. On n'en parle pas assez parce que effectivement c'est une entreprise qui n'est en lumière que dans le domaine de tout ce qui est entreprise, data center et autres. Mais même tout ce qui est puce quantique, au niveau révolution techno de ce point de vue-là, ils font des grosses avancées. Donc, IBM, je dirais que maintenant, c'est une entreprise qui ne travaille qu'avec des entreprises, qui répond à des besoins d'entreprises et qui aussi travaille sur le futur de ce qu'on pourrait avoir au niveau de l'informatique. Et je trouve ça plutôt intéressant. Effectivement, on n'en parle pas assez parce que c'est pas une marque qu'on a dans notre ordinateur à nous, mais c'est une entreprise qui travaille pas mal et qui fait pas mal de belles choses. Mais voilà, je dirais que c'est plutôt une entreprise qui travaille avec des professionnels et qui est un grand laboratoire. Bon, pour en revenir du coup sur mes Ryzen 7. Bon, comme vous le savez, les 7800X3D et les 9800X3D, ils n'ont jamais coûté aussi cher. On a une augmentation de prix qui est délirant. Je vais vous montrer un petit truc. On va aller sur LDLC. Voilà. Vous voyez sur LDLC, vous avez le 9950X à 719 €. Ce 9950X est un 16 cœurs. C'est un processeur normalement fait pour les professionnels. Donc c'est normal qu'il coûte plutôt cher. Et puis il a quand même 16 cœurs. Là, on va taper un 9800X3D.
regardez la différence entre un processeur qui est techniquement professionnel avec un processeur gamer. Même s'il a du cache 3D en plus, je suis désolé, ça ne vaut pas 669 euros. Ça ne vaut pas 669 euros. Ça vaut bien moins que ça. On peut même aller regarder. Vous savez quoi? On va regarder 7800 X3D. 7800 X3D. Sur Amazon, bon, il vaut un prix de fou. Voilà, 7800 X3D. Voilà. Donc, vous êtes en train de m'expliquer qu'un processeur qu'on pouvait trouver il y a à peu près un an, on le trouvait à 350 euros, voire on pouvait le trouver à 320, 330 euros. Je rappelle que ce même CPU, il y a un an, quand c'était le CPU actuel, en plus, quand c'était le CPU actuel, on le trouvait à 250 euros moins cher. Et là, on est en train de m'expliquer, donc c'est Laurent de chez LDLC, pour ceux qui ont la référence, vous êtes en train de m'expliquer qu'il a pris 250 euros pour aucune raison. En réalité, il n'y a pas vraiment de raison. On nous fait croire qu'il y a eu des stocks limités. Alors, c'est AMD qui a dit ça il y a quelques semaines, qui a dit que les prix augmentaient, mais globalement, c'était normal parce que du fait que Intel, ils avaient fait des CPU pas terribles, tout le monde s'était rapatrié sur les CPU AMD et qui n'avaient pas prévu, tout simplement, la demande sur leur CPU. Moi, je trouve que c'est personnel. Je ne bosse pas chez AMD. Je ne suis pas un expert de tout ce qui est... je suis pas dans ces entreprises qui vendent ou dans la production. Mais ce que je peux me dire, c'est qu'AMD joue fort de ça. Et savent très bien que AMD... AMD, c'est très bien qu'ils va les vendre. Parce qu'au final, le 9800 X3D, à ce prix-là, ils le vendent quand même. Ils le vendent. Ils le vendent. Et le 7800 X3D à 600 euros, ils le vendent. Alors qu'il y a un an, on pouvait l'acheter à 300 euros. Elle est entre 300 et 350 euros suivant les promos, suivant pas mal de détails. Mais moi, je trouve ça aberrant de me dire que là, on est en train de m'expliquer qu'on nous vend un CPU 250 euros plus cher que ce qu'il valait il y a un an et que son successeur, il vaut le prix d'un processeur professionnel. Et on parle que d'un 8 cœurs. On parle que d'un 8 cœurs. Mais de toute façon, ces marques-là, quand ils ont une... Et ça, c'est une vérité. Là, je vais prendre parti un petit peu, mais il n'y en a aucun qui est différent dans ce domaine-là. Intel avait fait la même chose à l'époque. Maintenant, c'est AMD, puisque c'est AMD qui a pris le lead sur Intel. Mais quand vous êtes dans une situation où vous avez le monopole, on le voit aussi avec Nvidia, effectivement, je suis d'accord, ça organise une envolée des prix. Parce que quand tu as le monopole, tu peux te permettre, de toute façon, tu mets le prix que tu veux. T'as pas le choix. Les gens, s'ils veulent de la perf, ils n'ont pas le choix d'aller chez toi. Donc tu mets le prix que tu veux, c'est tout. Et le problème, il est vite réglé. Voilà, c'est tout. Effectivement, roue libre, c'est la roue libre. De toute façon, je vous le dis, et c'est pas moi qui le dis, vous pouvez regarder n'importe quel site d'actualité, ou évidemment overclocking.com, ce qu'on dit, c'est qu'ils en vendent toujours aussi bien. Le prix ne dérange pas. Qui continue, qui continue. Effectivement, moi le problème, effectivement, vu comme ça, je suis d'accord. Le problème, c'est pas forcément qu'ils le vendent, c'est les gens qui l'achètent et qui tolèrent ça. Mais on revient à la même ritournelle, en tout cas à la même réflexion qu'on a depuis des années, où on dit de ça pour les gens qui achètent du Nvidia à des prix délirants. Ça date déjà de l'époque des 3000, si vous vous rappelez bien. À l'époque des 3000, on dit, mais comment les gens peuvent acheter ça au double du prix? Parce que c'était la réalité, on achetait ça au double du prix, voire au triple du prix. Mais on a toujours dit ça, pourtant les gens s'en foutaient, ils ont continué à faire comme ça. Et que je vais dire, le domaine, en tout cas, toutes ces marques-là, toutes ces entreprises de la tech, ils se sont dit, ça fait des années que ça marche bien dans ce sens-là, autant continuer, on va pas s'arrêter en bon chemin. En si bon chemin, pardon. On est bien d'accord. On parle quand même d'une entreprise américaine. Qu'elle soit américaine ou pas, ça n'a peu d'importance, mais ça a quand même son importance. On parle d'une entreprise qui a un monopole sur un secteur donné. Honnêtement, ils sont là pour faire du pognon. S'ils peuvent faire du pognon, ils le font. Et sur ça, il n'y aura pas de cadeau pour le consommateur. Ça, il ne faut pas le croire. Hein. Le X3D, quand ils nous disent « Ah, vous voyez, c'est des super performances pour les gamers. » Effectivement, c'est des super performances pour les gamers. Mais c'est aussi une façon de dire « Tu veux le best? Tu veux le meilleur? Achète notre CPU. Et tu l'achèteras au prix nous, on a décidé. » Et ils savent très bien qu'ils vont l'acheter. C'est tout. Et de toute façon, on revient toujours au même problème. Les gens, ils acceptent d'acheter ça.
le prix baissera pas de sitôt. Je vous le dis, hein. Là, le 9800X 3D, vous vous rappelez qu'on avait le 7800X 3D au milieu de sa génération qui valait 300 euros. C'était génial. Ça, on le retrouvera pas, hein. Je pense que si le 9800X 3D doit baisser, il baissera vers 500 euros. Honnêtement. Et 500 euros, encore, on pourrait dire que 500 euros, je suis gentil, je suis trop gentil. Je pense qu'on sera plus dans les 550 euros s'il vient baisser. Il baissera peut-être de 100 euros. Mais il restera 550. On n'aura pas un 7800X 3D à 300 euros, quoi. Ou un 9800X 3D qui pourrait devenir comme ça. Donc, quoi, je trouve ça un petit peu décevant. Je trouve ça un petit peu décevant, mais bon. C'est comme ça. Est-ce que vous devez acheter ou pas? Bah, moi, je vous dirais n'achetez pas, c'est tout. N'achetez pas ce genre de CPU. Un 9700X, c'est très bien. C'est un bon CPU. Et si vous avez des résolutions qui sont plutôt importantes, je pense à du 1440p ou je pense à du 4K, bah, c'est largement suffisant. De toute façon, vous verrez très peu de différence en 4K. Donc, un 9700X, ça peut être une bonne solution. Ça coûte 2 fois moins cher, globalement. Un 5700X 3D, c'est banger, hein, Vertex. Hein. Donc bon. Voilà un petit peu pour ça. Du coup, ben, on va quand même parler on va toujours parler des Ryzen 7, et on va surtout parler d'un problème qui avait eu lieu sur les 7800X 3D, et qui a lieu sur le 9800X 3D, mais c'est en corrélation avec ses prix élevés. C'est qu'il y a des gens, ils veulent absolument leur 9800X 3D, qui sont prêts à tout pour l'avoir. Eh bien, globalement, il y aurait une arnaque au 9800X 3D qui serait découvert en Chine. Alors, on ne sait pas exactement si c'est un 7800X 3D transformé en 9800X 3D, puisqu'en fait, c'est des PCB des Ryzen 7000 qui sont utilisés pour faire ce 9800X 3D. On ne sait pas si c'est des fausses puces ou juste s'il n'y a pas de puce dedans ou pas. Moi, je pense que tout simplement, c'est comme le 7800X 3D, il n'y a pas de puce, c'est une arnaque, et on vous vend des CPU sans puce. Point. Voilà. On vous vend un PCB vide et on va vous dire, regarde, je te vends un CPU 150 euros moins cher. Ouais, mais il n'y a pas de puce dedans. Donc, évidemment, quand on sait qu'il y a un produit qui est fortement demandé et qui vaut cher, on sait tous qu'il y a facilement des contrefaçons. Et surtout, on peut s'étonner, moi je trouve ça étonnant que depuis quelques années, on retrouve des contrefaçons de composants électroniques. C'est-à-dire, depuis quelques années, vous pouvez avoir un fake CPU. C'est des trucs qui n'existaient pas forcément à l'époque ou qui étaient très très peu répandus. Maintenant, trouver une fake carte graphique, ça existe aussi. En Chine, au moment où ils avaient interdit les 4090, on avait plein, alors c'était sur le marché chinois, mais ça avait touché vite fait l'Europe, on avait eu plein de 4090 sans puce. Il n'y avait plus de puce dessus, plus rien. Vous aviez juste le PCB, et si vous aviez de la chance, je dis bien si vous aviez de la chance, vous aviez encore les puces mémoire sur le PCB, qui avaient encore un petit peu de valeur. Mais globalement, vous n'aviez plus de puce. Le corps avait été retiré. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Donc, de toute façon, dites-vous que dès qu'il y a eu un marché qui est en explosion, il y a toujours des arnaqueurs qui essaient de prendre parti dessus. Bonne question. 150 euros, ouais. Non, mais c'est en vrai, moi je trouve ça moi je trouve ça dingue. Après, je suis désolé quand on voit les prix des 7800X 3D, des 9800X 3D, quand on a un CPU qui vaut beaucoup moins cher, on doit se poser parce que je pense que c'est comme ça qu'ils les écoulent. Après, les 7800X 3D, je sais qu'ils avaient fait des faux stocks. Il y en a, ils avaient remplacé des faux en fait, ils avaient retiré les vrais, ils les avaient remplacés par des faux. Ça, c'était plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Plutôt mauvais pour nous, mais je me dis, mais comment c'est possible de mettre en place un truc pareil? Bah, sur les 4090, oui, il y a beaucoup d'arnaques. Retirer un corps, c'est très simple. C'est très très simple. Un malware, par exemple, toi qui sais retirer des corps, voilà, tu peux faire un business de fake carte graphique. Tu vends juste des PCB vides. Non, mais je trouve ça, honnêtement, je trouve ça... non, mais j'abuse, malware, bien sûr. Mais je trouve ça toujours délirant qu'il y a des arnaqueurs qui arrivent à faire ça, au final, facilement, parce que leur reproduction, et c'est ce qui avait été montré avec les 7800X 3D, c'est que leur reproduction avait été plutôt bonne. Visuellement, vous n'auriez pas pu faire la différence. Vous n'auriez pas pu.
Le seul moment où vous auriez pu faire la différence, bah, c'est quand vous l'auriez mis dans votre carte mère et que tout simplement ça s'allume pas. Là, vous auriez pu dire, ah, il y a peut-être un petit problème. Mais sinon, c'était impossible de faire la différence. C'était soit des... Je crois que j'avais entendu que c'était... Ils avaient utilisé des vraies boîtes pour faire ça, pour les 7200X 3D. Ils avaient utilisé des vraies boîtes et le CPU, l'esthétique était absolument le même. Absolument. Aucune différence. Mais bon. Ils sont forts, ces arnaqueurs. Trop forts. Trop forts pour nous. Bon, du coup, on va parler de choses un petit peu plus sympathiques. Et on va rester chez AMD. On va parler des cartes graphiques RX 9070 XT. Bon, comme vous le savez, AMD n'en a pas parlé pendant sa... Comment dire? Ils n'en ont pas parlé pendant leur convention CES. Pourquoi ils n'en ont pas parlé? Alors, il y a plusieurs bruits de couloir, il y a plusieurs réflexions qui se sont posées sur ça. La première réflexion était de dire, en fait, ils voulaient pas l'annoncer pour pas annoncer le prix, en attendant l'annonce de Nvidia, pour calquer les prix par rapport aux annonces de Nvidia. Globalement, c'était ce qui était sorti. Mais, donc ça, c'était ce qui a été sorti. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça tient sens ou pas? Mais honnêtement, ces cartes sont pas... honnêtement, ces cartes sont pas... Je les trouve pas hypantes. Honnêtement, je les trouve pas hypantes. Je suis pas pro Nvidia, hein, loin de là, mais... Ah, la pub. Je ne suis pas hypant du tout, mais... Alors, la carte, elle a un bel esthétique et autres. Ça a l'air de pas trop mal marcher. Déjà, le nom, je trouve que ça n'a pas forcément de sens. Il faudrait essayer de garder chez AMD une forme de nomenclature fixe. À un moment, on ne peut pas changer à chaque génération de nom de carte graphique. À un moment, on ne sait plus. On achète quel type de carte graphique? C'est plutôt ça ma question. Je trouve que c'est un petit peu complexe. Je trouve que c'est pas évident pour le consommateur. Au-delà de ça, bah, on n'a quasiment pas entendu parler. On n'a quasiment pas entendu parler. Du coup, c'est les prix, on n'a pas d'idée. On sait juste, et je vous le montrerai après. On sait juste que ça va sortir en mars, mais on en reparlera après. Bon, c'est une carte qui n'est pas mauvaise. Elle se situerait aux alentours d'une 7900 XT, 7900 XTX. Mais je sais pas quoi vous dire, quoi. Bon, ok. Les customs qui vont sortir ont une belle gueule, vous le voyez, hein. Je la trouve plutôt sympa, là. La Red Devil. Moi, je la trouve très sympa, la Red Devil, honnêtement. Bon, on retrouve un design un petit peu similaire. Mais... un petit peu similaire au 9000. Mais... honnêtement, cette carte graphique, si vous avez une 7900 XT ou une 7900 XTX, vous n'avez aucun intérêt à l'acheter. Aucun. Mais absolument aucun. Je vois pas pourquoi vous viendriez l'acheter. Elle sert à pas grand chose, honnêtement. Par contre, si vous avez une config vieillissante et que vous devez changer sur une carte graphique, avec un prix... comment je pourrais dire ça? Si le prix est bon et que vous devez actualiser une config vieillissante, elle peut avoir son sens. Mais je la trouve dommage. Elle fait même pas aussi bien que l'ancienne génération. Je trouve ça plutôt dingue. Alors, je vais quand même vous montrer avant, mais on va rediscuter après. Elle a quand même des technos qui viendraient la justifier. Voilà. Il y aurait le support du FSR 4 qui serait disponible que sur les 9000. Mais on va en parler après. Ce qui viendrait valoriser cette carte. Mais bon, on va en voir après. Là, je vais vous montrer aussi vite fait la 9070 XT de chez TUF. Comme d'habitude, un design rien d'incroyable, un design plutôt similaire à ce qu'on pouvait avoir à l'ancienne génération, tout simplement. Bon, voilà, c'est du 3 pins. Bon, on sait que c'est une carte qui va consommer pas mal, globalement. Quand je vois des cartes avec 3 pins et autres, en fait, le TDP à 260 watts, on sait qu'en jeu, elle peut potentiellement peut-être... voilà, à 260 watts, pour faire des performances beaucoup moindres qu'une 7900 XT, je trouve ça décevant. Au niveau perf,
conso, je la trouve pas bonne. Honnêtement, je la trouve pas bonne. Alors, on attend les tests. Évidemment, c'est toujours les tests qui donneront raison et qui diront si moi je me suis trompé ou si pour ceux qui avaient déjà un avis là maintenant se sont trompés. C'est toujours difficile effectivement d'avoir un avis. Mais si on doit se baser juste sur ce qui est sorti en leak et sur ce que l'annonce catastrophique, voire la non-annonce catastrophique qui s'est faite, on ne s'attend pas à une révolution, voire on ne s'attend pas à quelque chose d'exceptionnel. J'ai l'impression qu'AMD a sorti cette génération pour dire de sortir une génération. Mais honnêtement, ils n'avaient pas plus envie que ça. J'espère me tromper. Franchement, j'espère me tromper. Mais je sais pas. Moi, c'est ce que j'espérais depuis le départ. D'aller concurrencer le milieu de gamme. Honnêtement, elle a tout son intérêt à aller concurrencer le milieu de gamme. Là, dans un premier temps, Nvidia ne fait pas de milieu de gamme. Nvidia sort que le haut de gamme tout de suite maintenant. Mais est-ce que quand Nvidia va sortir son milieu de gamme, avec tout ce qu'on peut avoir avec l'IA, avec tous les gains de l'IA, avec les technos comme le DLSS, le frame génération, etc., est-ce que honnêtement, Nvidia ne prendrait pas le lead non plus sur le milieu de gamme? En fait, c'est ça dont j'ai peur. Parce que elle peut être très bonne suivant son positionnement tarifaire, et c'est toujours sur ça qu'on va juger si la carte est bonne ou pas. Si elle a un bon positionnement tarifaire, elle peut être très très bien. Hein. Honnêtement, elle peut être très très bien. Parce qu'on va situer aux alentours d'une 7900 XT, donc c'est plutôt bien. Mais si elle est à 600 euros, il n'y a aucun intérêt. Autant aller partir sur une 5070. Honnêtement. Donc j'espère qu'elle va coûter, allez, 400 euros. À 400, 450 euros. À 400, 450 euros, elle serait bien. Si déjà elle commence à aller dans les 500 euros, honnêtement, ça va être compliqué pour moi. Je sais pas, je vois pas trop. J'ai du mal à. En fait, sur le fait qu'ils aient raté leur annonce, le fait qu'ils l'aient pas annoncé, qu'ils l'aient annoncé, en fait, que c'est les journaux, c'est la presse qui l'a annoncé et non eux, il y a déjà une forme de problème. Et déjà, ça commence mal. On a déjà des a priori. Il y a des a priori qui sont créés parce qu'ils ne l'ont pas annoncé et que c'est les journaux qui l'ont annoncé. Et en fait, qu'ils ont dit, bah, on s'en occupe pas. Même ça, c'est négatif. C'est inquiétant. Bah, le problème des jeux sont de plus en plus mal optimisés et que la seule réponse pour les jeux mal optimisés, bien, tout simplement, c'est tout ce qu'on a avec l'upscaling. C'est avec l'IA, avec le frame-gen et tout le tralala, donc les dernières technos. Parce que la rasterisation, je l'ai déjà abordé, la rasterisation, on commence à arriver à un plafond de verre. On commence à avoir des difficultés. C'est pas forcément évident. On commence à arriver aux limites physiques de ce qu'on peut faire en termes de puces ou autre, pour le moment. Pour le moment. Donc, la seule solution pour aller au-delà de la rasterisation, bah, c'est aller doper ces cartes graphiques avec de l'IA. Et on sait tous que la rasterisation, on l'a vu, si vous vous rappelez, si vous avez bien regardé les slides et les vidéos de chez Nvidia, en rasterisation, les 5000 sont pas très bonnes. Hein. En rasterisation, elles ont un petit gain supplémentaire par rapport aux 4000, mais c'est pas transcendant. Mais toute la différence de performance se fait sur le soft, se fait sur les technos. Si vous n'avez pas de techno, les cartes, elles sont pas incroyables. Hein. Et c'est sur ça que tout le monde mise, surtout Nvidia pour le coup. Ah, ça c'est une bonne question. Qui the fout la poule? La question est intéressante. Les jeux ou les cartes graphiques? Je te dirais les deux. Honnêtement, les deux. Et c'est pas par facilité que je te dis les deux, mais les jeux, ça fait des années qu'on s'en plaint parce que les optis sont catastrophiques dans tous les sens du terme, et quel que soit le studio, hein, donc je vise pas de studio en particulier. Et d'un autre côté, l'air de rien, ces technos permettent de doper les FPS. C'est-à-dire quand on vient, avec les 5000, si on regarde bien les slides, on vient compenser la mauvaise optimisation des jeux, et en même temps, on arrive à atteindre des fréquences de taré dans des résolutions de fou furieux. Ça, je trouve ça plutôt bien. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais dans les dernières technos. Pour moi, il faut pas se dire, c'est pas de la rasterisation, c'est nul. Non, 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 ça reste plutôt bon. Donc bon.
Pour en revenir vite fait, CRX 9000 serait disponible au mois de mars. Après, les prix, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais elle sera disponible au mois de mars. Je vous remonte la petite photo avec tous les gens qui... voilà, avec... Pardon, tous les gens, ce n'est pas très français. Tous les constructeurs qui vont participer à faire les customs. Donc vous avez Acer, Asus, Sapphire, XFX, ASRock, Gigabyte, PowerColor. Vous avez Yeston et après vous avez je sais plus quoi. Et ça, je crois qu'il y a une marque, c'est Maxon, mais c'est Maxon rebadgé. Je sais pas si c'est Weston ou l'autre. Bon, enfin bref, je ne sais plus. Donc voilà un petit peu tous les fabricants et un petit peu le style des cartes. Voilà un petit peu pour ça. Alors, et du coup, on finit sur cet article pour les RX, c'est que est-ce qu'ils auraient un positionnement agressif? Et est-ce que le fait qu'ils n'ont pas annoncé ce que je disais juste avant, qu'ils n'ont pas annoncé ça au CES, c'était pour attendre la convention de Nvidia et d'attendre leur prix, pour aller s'aligner suivant ces prix. Moi, je vous le dis, ça a beaucoup de sens de ce point de vue-là, mais ils ont surtout intérêt à très bien s'aligner. Sachant que la 5070, qui va être un banger, je vous le dis, ça va être un banger. Alors, elle sera pas équivalente à une 4090, surtout, hein, entendons-nous bien. Hein. C'est sur les jeux utilisant le FrameGen, hein, d'accord. En rasterisation, elle fera pas le taf. En applicatif, elle sera pas équivalente. Entendons-nous bien. Mais une 5070 à 549 $, pour aller la concurrencer, va falloir jouer des prix très agressifs. Hein. Ils n'ont pas le choix. Hein. Ils n'ont pas le choix du tout. Sachant que vous n'aurez que la 70XT dans un premier temps. La version 60, donc la version allégée, elle arriverait bien plus tard. On n'a pas encore d'idée de date, mais on sait qu'elle arrivera beaucoup plus tard. Et le milieu de gamme, il va être représenté par la 5070. Alors c'est le milieu de gamme plutôt élevé. Hein. Entendons-nous bien, c'est pas le milieu de gamme vraiment milieu. C'est milieu de gamme plus. Mais ils ont intérêt à être très bons. Parce qu'une 5070, ça coûte combien sur le site Nvidia? « 649 €. 649 €. Honnêtement, si la 9070 XT, elle se situe à 649 €, il n'y a aucun intérêt d'apprendre. La 5070 fera mieux. Et j'ai même pas besoin d'attendre des tests. Avec toutes les technos, avec tout, et surtout avec la supériorité que Nvidia a dans la tête des gens, ils n'arriveront pas à la vendre. Même si elle peut être très bonne, elle peut avoir beaucoup de qualité, ils n'arriveront pas à la vendre. Dans la tête, ça sera Nvidia et c'est rien d'autre. Dans la tête des gens. C'est aussi simple que ça. Salut Yannou. Ben, 12 Go de RAM, c'est peu. Honnêtement, moi, j'attendais une 70, pour parler de la 5070, d'RTX, pardon. Je l'attendais à 16, à peu près. Même si 12 peut être encore suffisant, suivant sa résolution. Une 4080, je l'attendais à 20 Go, ou 24 Go, honnêtement. Une 5080, pardon. Je l'attendais à aller à 20 ou 24, pas à 16. Je trouve que 16, c'est bizarre, c'est peu. Et la 5090 à 32 Go, bah, elle est très bien. Elle est honnêtement très bien. Mais bon. Là, je trouve que c'est pas terrible, quoi. Les offres des cartes graphiques sont... En tout cas, chez AMD, on attend les tests, on attend tout ça. Mais ça semble pas bien parti. Honnêtement, ça semble pas bien parti du tout. À moins que vous ayez d'autres questions, puis on va partir sur Nvidia. Où il y a beaucoup de choses à dire sur Nvidia. Non, arrête RTX, j'ai pas dit ça. J'ai dit que pour qu'un X3D, on voit la diff, et c'est pas représentatif du marché, il faut qu'on ait des gros GPU comme des 4090. La plupart des gens, il faut être très honnête, pour la plupart des gens, le commun des mortels, le haut de gamme qu'ils ont pour eux,
c'est des 70, c'est des 70 Ti. Tout ce qui est 80 et 90, c'est quand même pas très représentatif du marché. Quoique la 80 peut encore l'être. Mais tout ce qui est 70 et autres, que tu aies un X3D ou pas, tu verras pas de diff. Il faut arrêter de berner les gens avec leur... Je suis désolé, mais quand je vois des vidéos où ils nous montrent des tests avec des 4090 en nous disant, vous voyez, le 9800 X3D, il est vraiment plus performant. Oui, mais parce que tu as une 4090. Tu aurais une 4070, tu aurais zéro gain de perf. Entre un 9600X ou un 9700X et un 9800 X3D. Faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens. Et il faut déjà s'adapter à un moment, il faut aussi s'adapter. Alors, j'entends qu'il faut aller montrer le ultra haut de gamme, il faut montrer ce qu'on peut faire au mieux. Je l'entends, mais il ne faut pas non plus tromper les gens, parce que quelque part, j'ai l'impression que c'est ça. Et je vous rappelle que la plupart des gens qui achètent des 9800 X3D, pour beaucoup, n'ont pas des 4090 dans leur PC. Ils ont des GPU moins gros. Donc, je trouve ça un petit peu hypocrite, mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. À voir. Honnêtement, je sais pas. De toute façon, on va bien voir les tests. Hein. On va bien voir les tests. Les tests, je crois que déjà, la 5090, si je me trompe pas, la 5090, c'est fin du mois. La 5000... Attends. Ah non, la 5090, je crois que c'est le 24 ou le 25. Je crois. Et je crois que la 5080, c'est fin du mois. Mais ouais, effectivement, au poids, on est gagnant. Hein. Tu la pèses, attention, hein. T'as gagné du poids. Hein. Tu la revendras plus cher au kilo. Le prix au kilo est bon. Le prix au kilo est bon. Quoique, la 5080, la 5090, le prix au kilo va être faible. Hein. C'est du 2 slots. Mais ça, on en parlera. J'attends de voir les tests. Là, on les a pas encore. Mais on en reparlera. Je pense que la 5090, en 2 slots, ça, c'est banger. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment banger. Bah oui, c'est ça. 600 € un 8 coeurs en X3D, ça reste qu'un 8 coeurs. Et en plus, et ça c'est pas une bêtise, hein, ce que je vous raconte, c'est que les 9800 X3D et les 7800 X3D, c'est pas les meilleurs bin coeurs. Je sais pas si pour ceux qui ont un 9950X ou un 7950X, enfin bref, ces gens qui ont... Si vous avez des CPU de genre, des 16 coeurs, en fait, vous avez 2 CCD. Vous savez que vous avez 2 CCD. Et donc, vous avez un CCD toujours plus performant que l'autre. C'est la base. C'est comme ça que c'est. Il y a toujours un CCD plus performant. Parce que AMD, ils bin les CCD pour toujours garantir qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais vous n'aurez jamais deux bons CCD dans un CPU. C'est impossible. C'est pas voulu. Et ben les 9800 X3D et les 7800 X3D, ils ont des CCD. Les cœurs sont mauvais. Hein. En l'état, les cœurs sont mauvais. Hein. C'est pas les meilleurs cœurs de la planète. Hein. Au contraire, c'est pas les meilleures parties de silicium. Hein. Alors ils sont boostés à mort avec du X3D, ok, mais c'est pas les meilleurs cœurs du lot, hein. Et ça c'est une vérité, hein. Il y avait je sais plus, il y avait je sais plus c'était qui avait fait le test, c'était un testeur qui avait fait un vrai travail sur ça pour montrer que le CCD que AMD utilisait dans ses X3D en 8 cœurs était des cœurs pas ouf. C'était du silicium pas terrible. Donc ça aussi, il faut quand même le rappeler. Ça fait cher du X3D. Hein. Ça fait cher le X3D. Hein. La taxe, ça fait mal. Hein. Quand vous voyez un 9700X à 300 € aidé et que vous avez son grand frère en X3D pour 300 € de plus, donc le double, c'est compliqué à justifier pour du cash en plus. Hein. Bah c'est ça, Erika. Exactement. Je parlais tout à l'heure, tu avais un 7400F qui va être sorti là, qui est un 9600X bridé si tu veux. C'est un 9600X qui peut pas en être un, donc il est recyclé. Donc globalement, il reste pas mauvais. Juste, il peut pas correspondre aux fréquences du 9600X. Mais globalement, ça sera un bon CPU. Si tu te bases sur le papier. Bah, c'est un CPU qui va valoir 116 $ de souvenir. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Tu prends ça avec une 4070... Pardon, une 5070, si tu as 600 € à mettre dans un GPU, tu es le roi du pétrole. Hein. Honnêtement, je ne vois pas d'autre chose que ça.
CPU à 100 euros, qui sera largement suffisant. Tu as un 5070 qui va te permettre de jouer dans des bonnes résolutions, en plus. Tu vas pouvoir jouer en 2K, très confortablement, même en 4K potentiellement, si tu fais quelques compromis. Quoique avec le frame-gen, etc., tu peux bien t'en sortir. Bah honnêtement, t'as pas besoin d'avoir un gros CPU. Hein. Ton petit CPU à 100 euros sera largement suffisant. Après, il y a toujours des jeux qui demandent, par exemple, parce que là on parle d'un seeker, mais vous avez toujours des jeux qui, par exemple, demandent aussi des fois des 8 cœurs. Donc des fois, il y a certains types de jeux, je pense à certains jeux de stratégie et autres, ils demandent 8 cœurs. Mais c'est reste faible. On parle de très très peu de jeux. On parle d'une minorité, véritablement. La plupart des jeux, ils ont besoin de 6 cœurs, surtout à grosse résolution. Vous avez 6 cœurs, c'est largement suffisant. Entendons-nous, hein. 95%. Ben, c'était ce qui était sorti, Vertex. Ouais, en fait, les versions X3D, les 8 cœurs, c'est des cœurs pas... C'est pas des bons CCD, c'est pas du bon silicium. C'est des 8 cœurs fonctionnels, entendons-nous bien. Hein. Je dis pas qu'ils sont pas fonctionnels, puisque sinon ils seraient pas fiables. Mais oui, ils sont recyclés et on leur met du cache pour les booster. C'est des CCD que tu pourrais potentiellement pas avoir dans un 9950X par exemple. Mais il faudrait que je retrouve. Je vous montrerai. Si je retrouve, je vous montrerai. C'est une vraie étude qui avait été faite et c'est pas une. Le mec avait vraiment bien bossé son article. Mais je vous montrerai ça quand je l'aurai retrouvé là. Je l'ai pas sous la main. Ben, en fait, ce que j'entends par bon silicium, ça va être ton bin de CPU. Donc le bin de CPU, ce qu'on appelle la silicon noterie, c'est dépendant de la qualité de ton silicium au niveau de ta puce. Et par exemple, tu as des cœurs, je pense à des... Je vais te donner un exemple. Par exemple, si on parle de Intel, tu as un cœur, par exemple, en ambiant, qui va pouvoir prendre maximum 5,7 GHz. Et le bon cœur, lui, il va pouvoir peut-être prendre 6 GHz. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est pour ça aussi que le 7800X3D, je pense aussi le fait qu'il soit bridé, au-delà de la conception, ça arrangeait bien aussi. Parce qu'il avait des fréquences d'horloge moindres, et ça permet de cacher des cœurs qui ne pouvaient pas tenir les fréquences des CPU normaux, par exemple. Donc c'était peut-être arrangeant. Alors là j'ai mis une hypothèse. Là, je vais un petit peu plus loin, mais globalement, ce qui avait été fait en enquête, c'était bien que c'était des siliciums qui ne tenaient pas des fréquences de CPU normaux sur les 7000. Ça, c'est pas une blague. Ça, c'est pas une blague. Oui, le cache qui bridait, mais ça arrangeait bien. C'est-à-dire que si tu mets du cache qui bride, ok, mais tu peux déguiser, tu peux cacher un CPU qui ne tient pas ses fréquences. Qui ne tient pas ses fréquences s'il était en CPU normal, hors 3D. Et c'était ce que montrait l'analyse de la personne. Et ça a été vraiment bien travaillé. C'est-à-dire que par exemple, c'était un 7700X. En fait, c'était les cœurs d'un 7700X qui tenaient pas ses fréquences et on mettait du cache dessus. De toute façon, du fait qu'il était bridé, on s'en foutait. Et donc, il prenait 200-300 MHz de moins. Mais de toute façon, le cœur pouvait pas prendre ces 200-300 MHz de plus. Donc, le fait qu'il soit, entre guillemets, bridé, c'était arrangeant. Voilà. Après, je vais pas trop me perdre dans mes explications ou autres, mais c'est à peu près l'idée. Mais ça existe depuis toujours. Le 5600X3D, par exemple. Le 5600X3D, c'était un 5800X3D recyclé. En fait, c'est-à-dire que sur ta puce de 5800X3D, bah, tu avais 2 cœurs qui n'étaient pas fonctionnels, ou un cœur qui n'était pas fonctionnel. Ce qui fait que tu n'avais que 7 cœurs. Mais si tu n'as que 7 cœurs fonctionnels sur les 8, tu ne peux pas le mettre en 5800X3D. Donc ta seule solution, bah, c'était d'aller le transformer en un 6 cœurs, qui pour le coup, fonctionnel. C'est à peu près l'idée, mais ça se fait tout le temps. C'est comme la 4070 Ti Super. La 4070 Ti Super, c'est une puce de 4080. Pourquoi ils ont mis une puce de 4080 bridée? Ben, tout simplement parce que ça permet de recycler des puces de 4080 qui arrivent pas qui sont défectueuses. Mais quand tu viens les brider ou quand tu viens les réduire, elles deviennent bonnes pour des gammes inférieures. Mais ça depuis toujours, ça existe depuis toujours. Ce que je te dis là, ça existe depuis vraiment très très longtemps. Oui, la série 9000 est maintenant overclockable sur l'X3D. Effectivement. Effectivement. Mais il faut que je retrouve ça. C'est pour ça que les 9800 X3D, pour certains, ils prennent pas autant de fréquences que les 9700X. Parce que les cœurs sont un petit peu moins bons. Moins bons en silicium. Après, quand je dis moins bons, on veut pas dire mauvais et qu'ils sont pas fonctionnels. Entendons-nous, hein, faut pas... juste, c'est des moins bons bins.
Voilà, c'est tout simplement ça. Du coup, bon, on va parler enfin de cette 5080, quand même. Parlons de cette 5080. Bon, il y a eu un unboxing qui devait pas être fait de la 5080, donc qui est sorti. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette 5080 ? Bah, c'est tout simplement une 5090 MSI, qui a le même format, donc c'est la même couleur, tout pareil. Juste à la place, la seule chose qui change, bah, c'est la puce, évidemment, la quantité de VRAM. Et le câble, vous n'avez pas 4 8 pins, vous avez juste 3 8 pins, c'est tout. Sinon, c'est le même couleur, tout est pareil, c'est le même design. Il y a... Donc, bon, ça fuite, mais est-ce que c'est très gênant puisque c'est le même couleur? Il n'y a pas de design particulier. Voilà, c'est tout. Moi, plutôt, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt le prix. Mais bon, c'est tout. Voilà un petit peu pour ça. Je la trouve plutôt sympa, cette Supreme. Ah, merci pour la pub. J'aime bien cette nouvelle Supreme. Bon, au final, cette nouvelle Supreme, elle ressemble très fortement à l'ancienne, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc je la trouve plutôt sympa. Et petit truc, c'est que MSI, sur le câble, ils ont mis le connecteur jaune. Ça veut dire que si vous ne l'avez pas bien branché, si vous voyez encore du jaune, quand vous avez branché votre connecteur, c'est qu'il n'est pas branché jusqu'au bout. En fait, pour savoir s'il est bien branché, votre connecteur, vous devez plus voir l'embout jaune. Et ça, c'est plutôt sympa pour les gens qui galèrent à monter des PC. Je rappelle que quand les 4090 brûlaient, c'était surtout par rapport à un problème de plug de 12VH. Ah, comment il s'appelle ce fameux câble? Ce nouveau câble Nvidia, c'est parce qu'elle était mal branchée qu'elle brûlait. Hein. Entendons-nous, c'était pas un problème c'était pas un défaut. Alors, on peut estimer que c'est un défaut parce qu'en fait, la tolérance de ce nouveau câble est beaucoup moins importante que les 8 pins classiques. Ce qui fait qu'effectivement, quand il est mal branché, ça crée un point chaud. Mais c'est comme dans une prise. Hein. Vous branchez mal un chargeur sur une prise. Mais qu'il est suffisamment mal branché pour fonctionner, eh bien, ça va créer un point chaud et ça va brûler. C'est aussi simple que ça. Voilà. 12 VHPWR. Voilà. Donc, il est... et c'était ça le problème. Il a des tolérances beaucoup moins importantes que le 8 pin et donc on peut l'estimer plus faible. Mais bon. Il n'en est pas tout du moins... il est aussi fiable quand il est bien branché. Voilà. Oui, elle dépassera pas 300 watts, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Et c'est comme d'habitude, hein, ils nous mettent les couleurs des 90 sur les 80. Bon. Il y en a qui aiment bien d'avoir des grosses cartes et qui sont contents de bénéficier du couleur des 90, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi, effectivement. On aurait pu avoir un GPU un petit peu plus fin, mais bon. Du coup, en parlant de 5090, puisqu'on n'a pas encore d'infos sur la 5080 par ce leak qui fait qu'on sait qu'elle va ressembler à une 5090 Supreme X, eh bien, on a eu à la rédaction, on a eu la 5080 Founder Edition, la 5090 Founder Edition, pardon. Donc c'est Corner Jack qui s'en occupe, comme d'habitude. Et donc Corner Jack a reçu la 5090, je crois, il y a à peu près 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et voilà. Donc je vais vous montrer la nouvelle boîte. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle boîte? Je ne l'aime pas du tout. Je la trouve très laide, en fait. Je trouvais que l'ancienne boîte était vraiment magnifique. J'en ai pas là en ma possession, j'en aurai une bientôt, mais on peut vous montrer. Boîte RTX 4090. Voilà. Ça, c'était une belle boîte. Attendez, je vais vous montrer. Tac, tac. Hop, hop. Ça, c'est une belle boîte. Je suis désolé. Ça, c'est une très, très belle boîte. Et puis quand vous... Attendez, je vais vous montrer quand vous l'ouvriez. Voilà. Et ça, c'est quand vous l'ouvrez la boîte. Non, mais... Il y en a, je sais, qui aiment bien dans le chat les boîtes. Il y en a, c'est important pour eux d'avoir une belle boîte en déco, etc. Bon. La nouvelle boîte, on va dire qu'elle est simple et efficace. C'est une boîte, elle est stockée. Là, vous avez une deuxième boîte où est la 5090 qui reprend la forme. Bon, est-ce que... Il y en a qui trouvent que c'est moche, que c'est décevant.
pour un GPU à ce prix-là, parce qu'on était habitué à des belles boîtes. En fait, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui étaient habitués aux belles boîtes de chez Nvidia. Et effectivement, avoir des boîtes, une boîte comme ça, beaucoup plus simpliste, c'est bon. C'était qui m'avait sorti sur le Discord, qui avait dit sur le Discord, des boîtes écologiques quand on dépense 600 watts de TDP. Je sais plus qui avait sorti ça. En mode, c'est quand même un petit peu du foutage. Mais bon. Donc, ouais, ils font une petite économie sur la boîte. Bon, en fait, je dirais qu'on a plus une boîte sur un... Je dirais qu'on a... Pour moi, ça fait boîte pro. En fait, ça fait une boîte d'un composant professionnel, tout simplement. Simple et efficace, on s'embête pas, c'est tout. Voilà, vous voyez, vous avez votre petite boîte, votre petit truc, votre petit... Voilà, je vous fais défiler les photos. Après, ça dépend. Je pense que Asus et Messi vont nous sortir des très belles boîtes, comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous le dis, moi, je la trouve sublime. Je la trouve absolument sublime. 2 slots dans ce format-là, c'est absolument somptueux. L'esthétique est réussie. Le fait qu'elle soit toute fine, je trouve ça plutôt sympa. Après, à voir ce que ça donne en refroidissement. Je rappelle qu'à l'époque, avoir du 2 slots qui supporte 500 watts, ça existait déjà. Hein. C'est pas une... De ce point de vue-là, c'est pas une révolution. Je dirais que la révolution, c'est plutôt d'y revenir, en fait. Et c'est plutôt que Nvidia, avec ses Founder Edition, soit en totale contradiction par rapport à toutes les autres customs. C'était Erika qui disait ça, à juste titre. Mais il n'y a pas qu'Erika qui le disait. Il y a pas mal de gens qui l'ont remarqué. C'est que Nvidia a vraiment essayé de travailler son cooling, a vraiment essayé d'innover. Alors que tous les autres, alors il y en a qui vont nous dire, oui mais regardez, la Asus Astral avec son 4e ventilateur au-dessus. Oui mais au final, ça reste une 4 slots classique, avec 3 gros ventilateurs en dessous, pour refroidir. Il n'y a pas de conception révolutionnaire. On reste quand même sur une conception traditionnelle de ce qu'on a depuis quelques années. Là, sur la 5090, on est complètement à l'opposé de tout ça. Mais bon, après, c'est très sympa. Bon, pour ceux qui avaient des gros boîtiers pour les 4090, ça risque de faire un petit peu vide. Hein. Ça risque de faire un petit peu vide. Bonne question, je ne sais plus combien il y a de couches. Alors, je tiens à rappeler que le PCB, il est en 3 parties. En fait, je ne sais pas si... Voilà. Donc ça, vous voyez, ça, c'est la première partie, c'est la partie centrale. Pourquoi ils ont fait en 3 parties? Ils l'ont fait en 3 parties pour simplifier le flux d'air. Mais ça, je l'avais déjà dit la semaine dernière. Donc, comme ça, le PCB, il est central. Il est au milieu. Ce que vous voyez à l'arrière du PCB, ici, vous voyez une première point de connexion et un deuxième point de connexion. Vous avez un point de connexion, c'est pour relier au PCB qui sera en fait un PCI. Il y aura un PCB juste pour le PCI. Et vous aurez un troisième PCB qui sera juste pour tout ce qui est connectique. Bah, votre HDMI, votre DisplayPort, etc. Donc, voilà. Voilà. Ça vous donne une idée un petit peu plus précise de ce qu'on essaie de faire Nvidia au fil du temps. Au départ, vous vous rappelez des blowers. Donc ça, c'était sur les 900, les 600, les 1000. Après, sur les 2000, on a eu ce dual axial qu'on avait sur les 2080 Ti, 2080 Super, enfin bref, la gamme des 2000. Après, on a eu ce nouveau refroidissement avec les 3000 et les 4000. Où vous aviez un ventilateur qui aspirait l'air et un autre qui dégageait l'air d'un côté et de l'autre. Et là, maintenant, on part sur simplement 2 ventilateurs qui viennent attraper l'air pour la ressortir juste derrière. Je trouve l'idée plutôt pas mal. Ah, si tu as un ventirad, il va bien en bénéficier, effectivement. Hein. Il va bien chauffer. Donc ouais, voilà la conception un petit peu plus précise, mais ça c'est dans mes slides Nvidia, vous avez peut-être déjà dû le voir, mais au moins c'est un petit rappel. Vous voyez vos ailettes, vous avez vraiment le bloc de dissipation est tout fin. Honnêtement, il est très très fin. Vous avez la chambre à vapeur ici, puis vous avez les 2 fameux ventilateurs. Alors sur la slide, il ne montre pas la conception avec les 3
PCB, puisqu'il y a un PCB ici, il y a un autre PC. En fait, il y a un PCB là, à peu près pour le PCI. Et vous aviez un autre PCB pour tout ce qui est connectique vidéo, comme je l'avais dit. Mais ils l'ont pas montré. On a un retour, comme sur les 3000, du câble de côté, puisque sur les 4000, on l'avait bien devant. Là, vous l'avez de côté, à 90. Ça, c'était sur les 3000 spécifiquement, et c'était les Founder Edition. Donc, on a un retour de ce design-là un petit peu, voilà. On a quand même un choix qui est black, comme les Super, un petit peu. Comme la 4080 Super, puis voilà. Donc, on a reçu ça à la rédaction. Donc, après, voilà, dans l'article, on explique, on fait un petit retour. Bon, je l'avais déjà expliqué dans les streams précédents. Après, s'il y en a qui veulent que je le réexplique. Mais voilà, ça vient montrer la différence. Donc là, on rappelle les différentes slides de chez Nvidia. Donc vous avez DLSS off, DLSS 2, DLSS 3.5 et DLSS 4. Effectivement, vous voyez, vous avez un gros gain de perf à la clé. Et aussi avec les dernières techno, avec tout ça, on va avoir moins de consommation de VRAM aussi. Avec tout ce qui est upscaling, il va y avoir des améliorations sur la consommation de VRAM, je tiens à le rappeler. Voilà. Alors. Donc voilà un petit peu pour cette carte. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire de la 5090? Il y a un petit leak qui était sorti, puisque là pour l'instant vous savez que tout est sous NDA. Donc c'est-à-dire que là, toutes les infos sortiront au moment où ça doit être révélé. Il y a un leak qui disait que la 5090 était bruyante. Sauf que, dans ce leak, on ne sait pas si c'est NFE. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Est-ce que c'est vrai déjà? Si c'est vrai, est-ce que c'est une Founder Edition? Ou est-ce que c'est une custom? Ce qui était sorti, c'est que c'était potentiellement, à un moment, une TUF, une Asus TUF. Donc c'était ce qui était sorti, mais pour le coup on n'en sait rien. Je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes, on n'en sait absolument rien du tout. Donc est-ce qu'elles sont bruyantes ou pas? Ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Est-ce que pour vous c'est un problème que votre carte fasse du bruit? Un bruit de ventilation, que ça tourne? Ou au contraire, pour certains, il y en a, ils s'en foutent. Hein. Après, les 4000, quand vous aviez des grosses customs, honnêtement, ça faisait pas de bruit. Hein. Après, même les Founder Edition, je parle pour les gros modèles, je parle pour la 4090 ou la 4080, honnêtement, elles font peu de bruit. Hein. Même les Founder Edition étaient plutôt bonnes. Hein. Mais donc avoir un petit peu. Moi je pense que si ça viendrait à faire du bruit, ça semblerait plutôt possible que ça soit la FE. Plutôt qu'une custom. Mais c'est mon point de vue. Donc bon. On attend, au final on n'en sait pas. Je vous la montre pour vous dire. Méfiez-vous des leaks. Est-ce que c'est une FE? Est-ce que c'est une TUF comme ça a été dit à un moment? On n'en sait rien du tout. Méfiez-vous, on n'en sait rien. Normalement, on le saura le 24 ou le 25. Par contre, et c'est ça la partie... Avant de finir quand même sur tout ce qui est Nvidia, on va parler des prix, puis on va parler aussi d'une news qui concerne... potentiellement Kingpin pour ceux qui connaissent le personnage et les cartes aussi qui y sont associées. Mais avant, on va quand même parler des prix. Ça, c'est des prix qui avaient leaké. Quelques prix qui avaient leaké. Des 5090. Donc, voilà les customs. Donc, c'est des customs qui restent plutôt... à part la Horus Master et la AMP Extreme, voilà, c'est les modèles les plus haut de gamme. On parle quand même de modèles très haut de gamme. Vous voyez, pour la Zotac, on parle de 2900 € quand même. Hein. On parle de 2900 €. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? En fait, le fond de l'analyse qu'on peut faire et qu'on peut estimer, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'écart entre les modèles Founder Edition et le prix des customs. Il n'y a jamais eu autant d'écart de prix. D'habitude, on avait un écart de prix pour le plus haut de gamme qui était aux alentours de 400-500 €. C'est-à-dire que globalement, ce qui était le plus cher sur les 4000, c'était la Strix. Une Strix, c'était
à l'époque, c'était 2300 € quand vous pouviez avoir une FE en 4090 à 1800 €. Vous aviez une augmentation de 400-500 €. Là, on parle d'une augmentation entre le modèle le plus haut de gamme, la Founder Edition, et la custom comme une Astral. On parle d'une différence potentielle de 800 à 900 €. C'est-à-dire que pour la même carte, la même puce, hein, juste vous avez passé d'un design avec un couleur différent, vous avez un surcoût de 900 €. C'est pas une blague, hein. C'est ce qui, a priori, est en train de sortir actuellement. Donc, le problème, c'est que là, on parle de 5090, mais les 5080, bah, ça sera la même chose. Ça sera absolument la même chose. Vous auriez des modèles ultra haut de gamme de 5080 à 2000 €. On rappelle que la 5080, elle est quasiment à 1200 €. C'est-à-dire que vous passez de 1200 à 2000. C'est difficilement justifiable à l'achat. Et que le choix de la Founder Edition, il peut être que celui-là, en fait. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un il achète une carte avec la même puce, 800 € de plus, juste pour le design. Je trouve ça, même en ayant d'argent, en disant j'ai envie de me faire plaisir, je trouve ça difficilement justifiable. Autant quand on dépense, je suis désolé, 2000 € dans une 5080, autant aller partir sur une 5090 Founder Edition. Hein. En fait, je comprends pas. Je vois pas comment ça peut être vendable. Je vois pas comment ça peut être vendable. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas. Du coup, ma question est, est-ce que vous allez acheter des Founder Edition ou des Custom, si vous êtes intéressé? Parce que là, c'est compliqué, hein. Honnêtement, par vous montrer ça qui n'est pas des plus réjouissants. Alors effectivement, ça c'est que des prix qui leak sur des sites. Les prix vont peut-être changer. On n'a pas les prix fixes encore. Les prix fixes, on les aura au moment de la sortie, hein, évidemment. Ouais, le modèle Vanguard, il est pas mal. C'est un nouveau modèle de chez MSI, c'est cool. Une nouvelle gamme. Donc, ça va. Et donc, on va finir sur ça, mais après on parlera un petit peu de Kingpin, avant de finir sur le stream. Je vais vous montrer c'est qui Kingpin. Kingpin. Est-ce qu'il va me le trouver? Kingpin. Voilà. Ce personnage que vous devez peut-être connaître. Je vais vous montrer. On parlera parce que lui, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient pour faire des cartes custom, mais a priori, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, mais on en parlera après. Donc, pour finir avec ça, et c'est le sujet un des derniers sujets de ce soir, c'est va-t-il se battre pour avoir une RTX 5090 et une 5080 pour les Founder Edition? Ça va être comme d'habitude. Ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre. Sur la 5080, elle va se vendre évidemment plus rapidement que la 5090, qui, je rappelle, a subi une augmentation conséquente d'à peu près 500 € par rapport à l'ancienne génération. Donc je pense que ça va se vendre quand même pas si vite que ça. Mais les stocks seraient potentiellement limités. On prend toujours ça avec des pincettes, évidemment. Les stocks seraient toujours limités. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas pu acheter Day One, il va falloir attendre peut-être quelques semaines avant de récupérer du stock et avoir une nouvelle chance de pouvoir acheter. Ouais, je pense que ça va être Hunger Games. Je pense qu'honnêtement, tu as... Comment ça s'appelle? C'est comment le magasin aux États-Unis vous savez, où on peut acheter tout son informatique, on peut acheter des boîtiers et autres. J'ai plus le nom en tête. C'est un Best Buy. Je crois que c'est un Best Buy. C'est ça? Honnêtement, je pense que il y a des ventes de... Il y a des... Ouais, je crois que c'est ça, Best Buy, Unui, peu importe. Enfin bref, un des deux. Ou Micro Center, effectivement. Peu importe. Je pense qu'honnêtement, ils mettent des RTX 5000 là-bas en vente. Il y a des gens qui se bagarrent pour l'avoir. Parce qu'on sait tous que dans ces magasins-là, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. Je pense que ça va se battre. Quelques dizaines de FE en France. Ouais, pour le coup, après, moi je me méfie aussi parce que quelques dizaines, ça veut tout puis rien dire. Quelques dizaines, ça me paraît gros quand même.
de se dire que les stocks sont limités. Ok. Les stocks sont peut-être limités, ok. Mais pas à 10 modèles de 5090, ça me paraît très gros. C'est toujours ça le problème, c'est qu'à un moment, limité, ça veut tout puis rien dire. Limité dans quelle proportion? Ouais, et puis la 5090, tout le monde ne va pas l'acheter one shot. Hein. Je vois pas comment c'est possible d'acheter une 5090 one shot. Pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont l'acheter. Je sais que là, dans le chat, il y en a qui vont l'acheter. Mais c'est pas non plus monsieur et madame tout le monde, quoi. Ouais, puis effectivement, la 5090, ça fait 6 mois. Donc ils doivent quand même avoir des stocks suffisants. Donc, non, moi je pense que ça va être Hunger Games. Je pense que quand tout le monde va avoir les prix des customs devant les yeux, il y en a qui vont pleurer fort. Honnêtement, il y en a qui vont pas être contents. Il y en a qui vont pas être contents, il y en a qui vont se dire ça va être compliqué. Et je pense que ouais, ça va pas mal réfléchir. Mais ouais, ça va être Hunger Games, ça je pense. Après, à voir. Nous verrons. Et là, ce qui compte, n'oubliez pas, c'est les tests. Les tests, normalement, sortent 24, si je me trompe pas. Après, une 7900 XT, honnêtement, pour Daily, c'est largement suffisant. Hein. T'as pas besoin de techniquement de plus. Après, ça dépend de ta résolution, ça dépend de ton écran. Arrête, arrête. Les crédits conso, sauf Inco, pour acheter des cartes graphiques, c'est courant, hein. C'est courant. C'est pas une blague. J'épargnerai ce que je peux entendre dans mon cadre privé, mais j'ai des amis qui bossent en banque, des gens qui font des crédits pour acheter des composants informatiques. Donc je parle pas de télé ou autre, hein, je parle de cartes graphiques hein, potentiellement, de cartes mères, de processeurs. Il y en a qui font des crédits. C'est pas une blague, ça existe. C'est pas. On peut, voilà, je le dis, il y en a qui font sur du. Il y a des crédits 24 mois, 26 mois. Bon. Je trouve que c'est pas intéressant du tout. Je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est ridicule. Après là, je vais donner mon avis. Je sais que bon, des fois, faut pas trop donner son avis, mais je trouve ça un petit peu délirant parce qu'effectivement, on a des taux délirants, ouais, 48 même, et puis il y a des taux 15-20% qui viennent s'aligner et qui font exploser le prix. Au-delà de ça, vous avez des frais de dossier tous les mois qui viennent s'ajouter. Donc quand vous mettez votre taux plus moment, pour moi, si on peut pas acheter de l'informatique, oui, du 4 fois sans frais, ça peut être bien pour acheter son achat. Si on peut le faire, c'est bien. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Ça peut être pratique. Ça peut être très très pratique même. Mais faire des crédits sur 36 mois pour acheter ça, honnêtement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Faire un crédit pour acheter une carte graphique. Alors effectivement, les prix ont explosé, les prix sont très élevés maintenant, ok. Mais faut pas abuser, quoi. Non, après, ça dépend quel crédit. Des 4 fois sans frais, tu fais un 4 fois sans frais Amazon, ben, c'est bien, ça permet d'alléger ta dépense. Parce que tu peux l'acheter en one shot, mais t'as pas envie de cramer tout d'un coup. Donc tu te dis, bah, je vais l'étaler sur 4 mois sans frais, ça sera plus simple. Ça se fait. Mais tu fais pas des crédits conso à 36 mois, quoi. Ça n'a aucun sens. Qui fait ça? Pour acheter une carte graphique, non. Pour des choses plus importantes, peut-être, mais pas ça. Ouais, effectivement, tu revends un rein. Après, tu peux en acheter pour tout le monde, hein. Si tu revends ton rein, tu peux en acheter pour tout le monde. Non, mais... Donc, bon. La question, c'est est-ce que les stocks vont être limités? Est-ce qu'on va devoir se battre pour en acheter? Est-ce que... Sur le chat, il y en a beaucoup qui vont en acheter. Des gens entre nous. Donc, bon. À voir. Pour de la bière, mais... Alors, un crédit pour de la bière... À moins que tu aies racheté le bar, ok. Et pour finir avec le stream, on va parler d'un acteur du marché qui est peut-être connu pour beaucoup. On parle de Kingpin. Est-ce que ça dit quelque chose à des gens Kingpin, tout simplement. Est-ce que ça attire l'œil? Est-ce que vous connaissez le personnage? Parce que je vais quand même vous montrer. VGA Kingpin. VGA Kingpin.
Alors, Kingpin, c'est celui à qui on doit des super cartes graphiques ultra haut de gamme, fait pour l'XOC. Fait aussi parce que la plupart des gens qui ont des Kingpin, c'est pas pour faire de l'overclocking, c'est juste pour avoir la plus grosse carte graphique et puis avoir un modèle qui leur plaît aussi. Et c'est le fameux créateur de ces cartes graphiques, tout simplement, en partenariat avec EVGA. Qu'est-ce qu'il nous a appris aujourd'hui, puisque c'est sorti aujourd'hui? Il a sorti une vidéo où il a annoncé plutôt une mauvaise nouvelle, puisque vous n'êtes pas sans savoir que VGA c'est un petit peu finito pipo, vous m'excuserez du terme, mais VGA ça se passe plutôt mal. Ça se passe plutôt très très mal, puisque VGA a arrêté quasiment tout ce qu'il pouvait faire, aussi bien sur les cartes mères, aussi bien sur les cartes graphiques. Ils ont arrêté même aussi les alimentations, globalement. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que, du coup, VGA ayant arrêté ses activités, a priori, eh bien, il a voulu trouver une autre entreprise avec qui travailler pour sortir de nouvelles cartes graphiques signées Kingpin, signées de son nom. Donc, non, c'est pas qu'en Europe, c'est vraiment mondial. Hein. VGA, c'est fini. Alors, pour vous faire la petite histoire, VGA ont vendu leur ligne de production de cartes graphiques à PNI. Avant, PNI passait par je ne sais plus qui pour faire ses cartes graphiques. Et PNI, depuis les 4000, ils fabriquent eux-mêmes leur carte graphique, tout simplement. Parce qu'ils ont récupéré les lignes de production de chez EVGA. Bon. Au-delà de ça, PNI avait montré un intérêt, puisque, donc, comme je vous l'ai dit, Kingpin cherchait une entreprise avec qui travailler pour faire des cartes graphiques. Il avait demandé à Asus. Non, c'est Asus qui lui avait demandé, pardon. Asus lui avait demandé et il avait tout simplement décliné l'offre, en estimant que c'était pas son image, ça lui correspondait pas à Asus. Par contre, il a été intéressé par MSI parce qu'il s'est dit il y a des choses à faire chez Messi. Et Messi lui a montré, a refusé sa proposition et ne montrait pas plus d'intérêt que ça. Et puis il y a une marque, je ne sais plus si c'est PNI qui est venu à lui ou inversement, et qui a montré elle de l'intérêt en disant viens, on va faire une carte graphique. Et puis ça va permettre effectivement de monter en qualité. Et puis de monter en qualité. Alors déjà PNI c'est plutôt bien, mais dire de faire du haut de gamme pour PNI, parce que PNI font des bonnes cartes qui ont un design qui plaît pas forcément à tout le monde, mais ils n'avaient pas de haut de gamme, de fleuron. Donc c'était une bonne chose pour PNI de se dire on va adopter les services de Kingpin. Et donc Kingpin était a priori en train de travailler sur une 5000, sur une 5090 potentiellement. Et ce qu'on apprend aujourd'hui en vidéo de chez Kingpin, donc je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, All About Kingpin, je sais mon anglais n'est pas très bon, donc il a sorti une vidéo où il explique ce qu'il en est, donc je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il raconte. C'est que globalement, avec PNI, ça a passé bien, il y avait des choix qui étaient plutôt intéressants, mais qu'il aurait des contrats avec EVGA qui ne lui permettraient pas de sortir une carte graphique, tout simplement, sur cette génération. Donc il y aurait ça qui l'empêche. Il a aussi des choses personnelles qui feraient que ça rend encore plus les choses compliquées. Donc il y a des contrats avec EVGA qui le contraint à ne pas pouvoir sortir de carte graphique, a priori. Deuxièmement, il a des contraintes personnelles. Et je dirais troisièmement, c'est pas fermé à tout jamais. Kingpin c'est pas fermé à tout jamais sur des cartes graphiques. Ça arrivera peut-être dans le futur, mais en tout cas sur la gêne des 5000, c'est absolument fini. Il l'a dit. Par contre, il a dit il ne reviendra pas forcément sur des cartes graphiques des verts. Il a sous-entendu qu'il pourra aller chez, en tout cas, peut-être encore chez PNI, mais qu'il ira faire des cartes graphiques de chez AMD ou de chez Intel. Il n'a pas précisé, mais qu'il a dit que ça ne serait pas forcément des cartes Nvidia. Voilà, donc voilà, tout ce que je peux dire est que là, il déménage de Taïwan, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu. Il déménage de Taïwan, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut pas dire? C'est-à-dire qu'il a chez Bureau de Taïwan, avec aussi toute la conception, et aussi l'intérêt d'être sur place pour concevoir des cartes graphiques. Taïwan, il faut y être, quoi. Donc le fait qu'il quitte Taïwan, ça veut dire surtout que là, il n'est pas prêt de rebosser sur des cartes graphiques tout de suite. Et ça, c'est dommage. Il aurait, pour finir, d'autres possibilités
avec des entreprises américaines, et c'est aussi en partie pour ça qu'il revient aux États-Unis, au-delà de problèmes personnels qui viendraient le faire revenir aux États-Unis, puisque ça fait quand même 13 ans qu'il est à Taïwan. Il avait été à Taïwan pour travailler avec VGA sur les fameuses KPE, donc les fameuses, tout simplement les cartes graphiques Kingpin, et aussi, il avait travaillé aussi sur les cartes mères, où à l'époque, je rappelle qu'il avait fait les fameuses Dark. Je rappelle que les Dark, ça appartient à EVGA. Dark, c'est pas Kingpin. Il rajoute juste Kingpin sur les Dark, mais les Dark, c'est la version XOC des cartes mères EVGA. Dark, ça appartient à EVGA, pas à Kingpin. Et donc, il avait aussi fait des cartes mères avec son ancienne équipe qui était constituée surtout de Tin. Et Tin, je rappelle que c'est l'ingénieur en chef qui avait fait les super PCB des Dark et qui avait fait les super PCB des Kingpin. Ce mec-là, qui s'appelait Tin, est un génie absolu des PCB. C'est un génie. C'est-à-dire que le mec, il savait faire des PCB de cartes mères, des trucs de fou, et faisait des super PCB de cartes graphiques. Et quand Tin est parti, il est parti, je crois, à la fin des 2000. Bah, ça s'est ressenti déjà sur les cartes mères. Les cartes mères étaient moins performantes. Il y avait aussi une partie de l'équipe qui faisait les BIOS qui était partie. Donc les BIOS étaient moins performants. D'un point de vue matériel, ils étaient moins performants. D'un point de vue soft, ils étaient moins performants. Et les Kingpin sur les RTX étaient aussi moins bonnes. Pour vous faire simple, je suis pas là pour faire de la promo des Galax. J'adore les cartes Kingpin, mais les cartes Galax ont un meilleur PCB que les Kingpin, par exemple. Les Hall of Frame et Off ont un meilleur PCB que les Kingpin. Voilà, pour vos petites informations, si vous vouliez en savoir plus. Enfin, si vous avez d'autres questions, voilà. Je vous ai fait un petit résumé. Donc, pour ceux qui attendaient potentiellement une Kingpin, et c'est pour ça qu'on n'en avait pas entendu parler, eh bien, il n'y en aura pas, tout simplement. Il n'y aura pas sur les 5000 de Kingpin. Voilà. C'est fini. En tout cas, c'est fini pour le moment, mais il n'a pas exclu de revenir plus tard et que c'est un truc qui le passionne. Et il a dit aussi qu'il ferait plutôt des vélos, là actuellement. Parce qu'il fait des vélos en ce moment. Des vélos électriques. Donc, voilà. Il va surtout travailler sur ça et non pas sur des cartes graphiques. Bah, après, ça dépend. Il y a des passionnés qui adorent ça. Hein. C'est sympa d'avoir des Kingpin. J'en ai une derrière moi de Kingpin. Alors, c'est une 280 Ti, mais j'en suis très content. C'est la collection. C'est des belles cartes. Donc voilà pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas en cette fin de stream ou pas du tout? Voilà un petit peu pour avoir fait le tour de l'actu. Et parler de sujets un petit peu divers. Est-ce que vous avez des questions ou pas du tout? Tout ce que je peux vous dire, c'est que le prochain stream qui aura lieu la semaine prochaine, comme d'habitude de mardi, eh bien, on va parler des résultats des RTX 5090. On va surtout parler de ça. Ça va occuper une bonne partie du stream. On va surtout étudier ça, discuter autour de ça. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous attendez ça avec impatience, les RTX 5090. Parce que même si tout le monde n'en achètera pas, ça donne comme une bonne idée du haut de gamme et je trouve ça toujours intéressant. Mais bon. Donc les tests devraient sortir normalement dans la semaine. Je crois. On est quel jour? On est mardi. Oui, ça devrait sortir fin de semaine, je pense. Je ne sais plus la date. Je crois que la date officielle avait été annoncée, mais je ne suis plus sûr. Donc pour le prochain stream, on parle de ça et puis d'autres actualités si on a. Voilà. Alors, brut, oui. Brut 20%. Il y a des bords qui avaient parlé de 30%. Moi, je plancherais sur 30%. Je penche, allez, entre un 30 et 35% de puissance brute. Mais je vois pas plus. Honnêtement, je vois pas plus. Je vois pas plus. Effectivement, il y a nous qui sera sur le coup pour faire notre actu. Moi, je penche sur un 30-35% pour la 5090. Celle que j'attends surtout, c'est la 5080. Voir où elle se place par rapport à la 4090. C'est surtout cette carte qui m'intéresse le plus. La 5090, oui, c'est intéressant, mais la 5080, c'est plutôt pas mal. Donc, à voir. Nous verrons. Nous verrons ça. Bah, si plus de questions, je vous dis à la semaine prochaine avec le gros sujet des résultats de la 5090. Et puis voilà. 5080, peut-être plus. Je penche sur plus. Ah bah on va reparler d'AMD, on va reparler, mais effectivement AMD c'est décevant. C'est très 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 décevant.
Franchement, c'est très décevant. On verra Nvidia en test indépendant, mais je pense que ça va être intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Bon, sinon, je vous propose une fin de stream. Je propose qu'on se quitte là et je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas mangé, bon appétit. Pour d'autres, bonne soirée ou bonne nuit. Et puis, je vous dis à mardi prochain. Alors. Ah bah, je veux bien voir ça, Erika, ta tante. Nous verrons, si tu en as une. Allez, sur ça, je vous dis à toutes et je vous dis à mardi.